Bonjour à tous et bienvenue dans Wargamer Assumé, aujourd'hui en compagnie de Timothée Montaigne, illustrateur et dessinateur de bande dessinée. Pour ceux qui connaissent pas le concept, Wargamer Assumé permet de vous présenter un profil connu ou non, et surtout reconnu ou non dans son art, pour comprendre un petit peu l'influence qu'a eu Game Workshop ou Warhammer dans son écosystème. D'ici quelques instants, je vais pouvoir te représenter ou te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ou en tout cas qui n'associent pas ni ton nom ni ton visage aux œuvres que tu as pu réaliser par le passé. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de ce sujet, de comprendre l'impact qu'a eu Game Workshop ou Warhammer sur ton être ou sur ton travail? Bah déjà, écoute, merci de m'avoir invité, hein. C'est plutôt sympa de me retrouver ici par rapport à mon expérience dans le hobby et tout, me retrouver un petit peu sur FWS. Ça fait quelques jours du coup que je me pose cette question et c'est vrai que Game Workshop a vraiment eu même plus d'influence que je ne pensais, tu vois, sur mon parcours, tu vois, et sur mon cheminement et mon apprentissage du dessin, vraiment. D'accord, écoute, on va pouvoir creuser ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu t'appelles Timothée Montaigne, voilà. Tu as actuellement 41 ans, tu fais partie de la génération Club Dorothée, comme une grosse partie de notre audimat, mais tu es un petit peu plus haut, on va dire aujourd'hui on est plus sur du 25-35, mais en tout cas, on a tous eu, en tout cas, cette influence, si tu veux, sur, j'en sais pas, soit les vieux films de Van Damme, soit Retour vers le futur, en tout cas, toute cette culture des années 80-90, qu'on partage en fait finalement, toi et moi, ou en tout cas qu'on partage même avec tout le monde. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter justement ton œuvre professionnelle, on va dire, ouais. Puisque chaque personne a une œuvre professionnelle, que ça soit dans l'informatique ou ici dans l'artistique. Donc je suis dessinateur de BD depuis une bonne quinzaine d'années, ouais. Pour ceux qui lisent un peu de BD, alors c'est de la BD du genre franco-belge, hein. Je suis pas du tout dans le manga, comics, tu vois, donc faut connaître un petit peu. J'ai commencé à l'époque avec une BD qui s'appelle 5e Évangile. C'est une histoire de Templiers, voilà. Et puis après, j'ai eu des gros titres, quoi, à mon actif. J'ai rejoint l'équipe du 3e Testament avec Alex Salis et Xavier d'Horizon, qui sont, pour les lecteurs de BD, des mecs quand même assez connus. Et donc, j'ai fait une grosse BD qui s'appelle Julius, en 5 tomes. Donc ça a été un gros truc. J'ai travaillé aussi avec Yves Swolf, un mec très connu aussi dans la BD, qui avait fait Durango et tout. Donc, j'avais fait 2 tomes d'une série qui s'appelle Le Prince de la Nuit. Et là, dernièrement, j'ai sorti vraiment un très très gros bouquin qui a fait pas mal de bruit dans le milieu. Encore une fois, qui s'appelle 1629. Certains l'ont peut-être lu. C'est une BD de marine, voilà, avec Xavier d'Horizon encore, qui est un gros scénariste. D'accord, alors excuse-moi, voilà. Je connais pas du tout cet écosystème de la bande dessinée. Quand tu parles d'un gros titre, typiquement 1629, ouais. C'est combien de ventes ? Alors bah là pour le coup c'est vraiment des cartons de librairie, hein. Alors faut connaître un petit peu ce milieu, hein. Mais là on est à 78 000 exemplaires découlés. Attends, c'est dingue parce que faut savoir que en tout cas dans le monde du livre, ouais. On va dire qu'un ouvrage qui se vend en francophonie plus de 5 000 exemplaires, c'est déjà, on va dire, peut-être pas un best-seller, mais c'est un bel auteur. Toi, tu m'annonces que tu vends plus de 75 000 BD, en tout cas pour 1629. Est-ce que t'es un alien ? Est-ce que c'est ta norme ? Est-ce que c'est extraordinaire ? Est-ce que finalement, la BD, moi que je ne connais pas, c'est un écosystème de niche comparable à celui du Wargame ? Pour la BD, je pense que le marché de la BD se porte très bien, mais il y a différents courants, on va dire, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui font de la BD de genre et je pense que ça reste une niche malgré tout, quoi. Alors après, les tailles de niche, je sais pas. Moi, je pense que ça représente, je sais pas, de 200, 300 000 mecs, tu vois, en France. C'est souvent des gens d'un âge plus mûr, c'est, on va dire, aux alentours de 50 piges en moyenne. Après, t'as d'autres courants. Par exemple, t'as ce que va faire Run sur Métafucase et tout, tu vois, ce genre de mec, le label 619, pour ceux qui connaissent. Je pense que c'est une classe d'âge un peu plus jeune. Et ensuite, t'as tout ce qui va être roman graphique, ce genre de BD, quoi, où là, en fait, ça brasse des gens qui ne sont pas forcément lecteurs de BD. Je pense qu'ils ont aussi certainement essayé d'aller chercher une autre forme d'audimat. Je sais pas si on dit ça pour la BD de lecteur, avec The Witcher, que t'as aussi dessiné pour la version française. Alors, ouais, là, c'est encore un autre truc, c'est encore un autre marché, mais je pense que c'est vraiment des niches qui sont les unes à côté des autres, qui se mélangent très rarement. Faut vraiment, ça va dépendre du format, de l'angle narratif. Enfin, il y a vraiment un tas de paramètres qui font que les gens vont y aller ou non, quoi. Et The Witcher, c'est encore différent. J'étais pas dans le marché BD, ça s'est vendu un petit peu au rayon livre. C'est assez différent, quoi. En gros, c'était une espèce de passerelle pour ramener les gens sur les livres. Tu vois, donc c'était ce qu'on appelait les nouvelles illustrées, quoi. Donc le Witcher, pour ceux qui ont lu les bouquins, c'est des nouvelles, quoi. Les 2 premiers tomes, c'est des nouvelles. Et donc nous, on avait décidé de faire des bouquins d'illustration. Et voilà, c'est des bouquins de nouvelles. Mais c'était vraiment une espèce de passerelle et de pouvoir intégrer ces gens à l'univers, quoi. Mais c'était pas en SPBD, tu vois. Donc c'est encore un autre lectorat, vraiment.
D'accord. En tout cas, pour comprendre, tu viens de nous dire, ça fait à peu près une quinzaine d'années, toi, en tout cas, tu es reconnu dans ce marché-là, ou en tout cas en tant que dessinateur. Ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où on a travaillé cette interview, tu as bien fait le distinguo entre illustrateur et dessinateur de BD. Ouais. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que tu m'as repris là-dessus, et je trouve la nuance très intéressante. Donc l'illustrateur, c'est plutôt globalement un prestataire de service, quoi. Tu vas avoir le mec qui va bosser pour des clients, donc ça va être le jeu vidéo. Qui répond à une commande, en tout cas. Voilà, plus. Tu vas avoir ça aussi dans la BD. Hein. Il y a aussi des yes man qui vont faire des commandes. Mais globalement, c'est plus un travail d'auteur, quoi. C'est vraiment une équipe de mecs. Souvent, c'est un scénariste, un dessinateur. Tu vas avoir parfois un coloriste. Et c'est un projet, quoi. Voilà, on a envie de raconter une histoire. Et puis, t'as les éditeurs qui vont financer le projet, quoi. C'est vraiment ça. Et alors, pour le coup... Enfin, moi, je suis vraiment très, très attaché à ce média. C'est-à-dire, vraiment, je suis passionné par la BD de genre parce que pour moi, c'est vraiment dans la production de divertissement, c'est le dernier espace de liberté. Vraiment. Ça veut dire que tu vas avoir le cinéma, t'es contraint par les producteurs. Le jeu vidéo, c'est pareil, tu vois. Il y a vraiment du pognon, un cahier des charges à respecter. On te fait chier, en fait. La BD, c'est vraiment cool, quoi. Ça veut dire que enfin, c'est cool. C'est pas un boulot cool du tout. Attention, s'il y a des mecs qui veulent y aller, c'est quand même un putain de chemin de croix. Mais c'est un éditeur qui fait confiance à deux mecs. Et on te file les clés, quoi. Et qui vendent 75 000 bouquins. Ouais, alors quand ça se passe comme ça, c'est bien. Là, t'es le roi du pétrole. On te fait vraiment pas chier. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est bien. Pour revenir un petit peu donc sur le sujet, donc l'influence de Game Workshop ou de Warhammer. Donc tu nous as dit au niveau de l'échelle de ta vie professionnelle que ça fait 15 ans que tu es reconnu et que tu en vis et que tu produis des ouvrages. Ouais. Ça fait combien de temps alors que tu es soit client, soit que tu connais l'univers de Game Workshop? Bon, on va faire un petit peu de nostalgie. Alors vraiment, tu veux que je te raconte un petit peu des histoires? J'ai commencé, je devais avoir 9 ans, tu vois. Donc c'est vraiment... Et je me souviens, c'était dingue. En fait, moi je suis du Nord, d'accord? Et ça se voit. Ah putain, j'ai l'accent un peu encore. Ouais, c'est bien, j'entretiens le truc. Et du coup, on était une bande de petits gars. J'ai grandi dans un quartier, en fait. C'est vrai je trouve, on partait pas vraiment en vacances, machin et tout. On était tout le temps fourrés dehors à glander, tu vois. Et j'ai un pote qui avait eu HeroQuest. Tu vois, il avait eu ça en cadeau, je sais pas quoi. Donc je crois que c'est Game Workshop qui développait ça. Tu sais, t'avais Warhammer Quest à côté, machin. Mais il y avait HeroQuest, quoi. Et putain, c'était... tout l'été, on s'est mis sur ce truc-là, tu vois. Et je me souviens, on peignait ça à l'Umbrol. Enfin, c'était dégueulasse. J'ai retrouvé les figurines, mais elles étaient éclatées. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parlera aussi justement de la technologie et à quel point les innovations qu'il y a en termes de peinture ou modélisme, justement, permettent de progresser plus vite qu'à l'époque. Mais ça serait clairement. Et du coup, on a commencé avec ça, tu vois. Et très vite, je sais pas, après je me suis mis, tu vois, ça a été Space Crusade, tu vois, et c'était ma première entrée dans l'univers de Warhammer 40 000, qui est un univers qui m'a vraiment emballé, tu vois. Et puis c'est monté en gamme, quoi. Et petit à petit, on a découvert qu'il y avait un magasin à Lille, tu vois, donc fallait aller à Lille. On a découvert ce magasin rue de la Clé, tu vois. Et après, tu rencontres des mecs et tout. Et puis c'était vraiment, tu vois, tu commences à. Moi, j'y suis vraiment allé par le prisme peinture, tu vois, parce que c'est ce qui m'a séduit. Donc c'était plus le fluff, vraiment la figurine. Et c'était pas que Game Workshop, hein, tu vois. Je pense que j'ai été séduit au début par la figurine. Mais tu vois, il y avait pas tant de trucs. Je sais pas si t'as connu ça. C'était les figurines Mithril. Non. Tu vois ce que c'est, ouais? C'est les figurines sur le Seigneur des Anneaux. D'accord. Je me souviens, il y avait une boutique Games et elles étaient sous-couchées en gris. Pour Mithril, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai découvert, si tu veux, la gamme du Seigneur des Anneaux, ou en tout cas, grâce aux éditions Atlas ou Hachette, je ne sais plus à l'époque, mais ça devait être entre 99 et 2003, au moment où sont sortis justement les 3 films avec l'adaptation de Peter Jackson. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, toi, tu es rentré par la partie peinture. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, si tu veux, toi, on pourrait dire que tu es influencé clairement par 2 sur 3 des aspects, c'est-à-dire sur la partie artistique, c'est-à-dire peinture, soit en 2D, soit en 3D, en ayant commencé par peindre des vraies figurines, par la partie aussi, justement, de ce que Game Workshop a créé, notamment, alors plus sur Warhammer 40 000 avec le Grimdark, parce que ça a une influence sur toi, et finalement pas tellement sur l'aspect stratégique et donc logique. Mais donc toi, comment est-ce que tu penses que tu t'es construit par rapport à ces 2 aspects? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même dessinateur, donc il y a une grosse partie de dextérité, aussi de théorie, par rapport à la proportion, par rapport à plein de choses. Et comme tu as une patte artistique qui est que tu mets au service de ta technique une idée et tu lui donnes vie avec ta technique, comment est-ce que Game Workshop a pu t'influencer là-dedans? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ils ont eu... Enfin, vraiment, je pense qu'ils ont eu les meilleurs mecs.
du game, quoi. Ça veut dire que globalement, quand on cherchait à s'influencer, alors là je parle de l'image, hein, je parle pas, mais Et même au niveau de la période, on est aux figurine. alentours de toi, donc ce que tu vas décrire, c'est 95-2000. Ouais, je pense même, c'est plus 2000. Vraiment fin 90-2000, quoi. C'est avec l'arrivée, en gros, de Karl Kopinski, de Paul Denton et d'Adrian Smith chez Game Workshop. Ça a été 3 mecs, je pense vraiment, qui ont révolutionné, qui ont réussi à incarner l'univers différemment. Ça veut dire que avant, t'avais, tu vois, c'était John Blanche qui incarnait l'univers, qui a donné le ton. Donc cet univers dystopique, violent, mais c'était... Bon, désolé pour les fans. Le dessin de John Blanche est particulier et c'est pas forcément un truc qui envoie, tu vois. Mais c'est très incarné. Tu parles de technicité. On va dire en termes de dessin académique, c'est pas super, tu vois, c'est pas très bling, quoi. Voilà, c'est pas très beau, c'est pas très bien gaulé. Bon, bref, mais c'est très incarné. Ensuite, tu avais des mecs comme, je me souviens, il y avait Kev Walker, il y avait Wayne England, qui avait un dessin beaucoup plus stylisé et tout. Et en fait, avec l'arrivée de Kopinski, Denton, ils ont incarné l'univers de John Blanche, donc cette espèce de truc dystopique, violent, vraiment dur, quoi, vraiment très dur, quoi. Et mais ils l'ont crédibilisé à mort en le rendant ultra réaliste, quoi, et palpable, quoi. Et ces mecs m'ont fasciné, ils m'ont fasciné techniquement. L'univers, pour moi, est devenu réel, quoi. C'est-à-dire que le Space Marine a pris vie devant moi, quoi. Et vraiment, je me suis vraiment complètement plongé chez eux grâce à ça, quoi. D'accord. Et je pense que même ça a une incidence sur la figurine, quoi. Ça veut dire que la figurine a changé au même moment. Ça veut dire qu'ils sont passés... C'était très marquant sur les orques. Je me souviens de ce mec, je crois qu'il s'appelait Brian Nelson, il me semble. Et il me semble qu'il est encore chez eux, en plus. Et c'est lui qui a fait la refonte des orques à l'époque. Et je sais pas ceux qui ont vécu la période, mais on est passé de l'orca neuneux qui rigole à Gorka Morka, où il commençait à tendre vers quelque chose de réaliste. Et on est allé dans la violence et l'incarnation avec Brian Nelson qui a fait une refonte des orques, quoi. Vous voyez un petit peu la passerelle. Il y a eu vraiment un changement à tous les niveaux chez Games à cette période, quoi. C'est marrant parce que j'aime bien faire l'analogie avec par exemple le Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses. Moi je sais que si tu veux, j'ai appris ce que c'était que la bravoure grâce à Tolkien. On en a parlé en off. Non mais j'ai appris à me rebeller contre le racket en pensant à Aragorn. Non mais c'est très bête, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, on va dire, il y a plusieurs siècles, il y avait les mythes fondateurs, je sais pas, Ulysse et ainsi de suite, qui étaient faits pour éduquer les gens. Et ben nous, c'est peut-être grâce à Goku ou au Club Dorothée qu'on a appris à dire non à la violence ou au contraire à l'injustice, j'en sais rien. Est-ce que toi, Warhammer, ou en tout cas l'écosystème de Game Workshop a joué, t'a façonné d'une certaine manière? Je pense en termes de valeur cardinale, je pense pas. Je pense que Goku était meilleur pour moi. Vraiment non, parce que l'univers est horrible en fait. C'est vraiment, hein, c'est un univers dystopique qui est assez terrible et tout. Par contre, je pense vraiment que mon rapport à mon attrait pour la violence. Alors attention, c'est pas forcément violence pim pam poum, tu vois, de mecs qui se tapent. Moi, je parle de violence artistique. Il y avait vraiment, et tu vois, justement, je me souviens de ces personnages. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple de ce que je fais dans mon travail du dessin. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Par exemple, quand je regardais les dessins de Kopinski, les dessins d'Adrian Smith et tout, ces mecs étaient marqués par la guerre sur leur visage. Et c'était pas que les cicatrices, c'était les regards. J'ai un original chez moi de Karl Kopinski. C'est une image que vous devez tous connaître. C'est le Black Templar avec son épée comme ça qui a une tête de dingo, là. Tu vois ses yeux, son regard. Et vraiment, il y avait une incarnation. T'as l'original ? Ouais, j'ai l'original, ouais. On va le suivre. Tu l'as vu, toi? Et en fait, il y avait une espèce de... Tu vois, ça incarnait le poids de ce monde-là. Tu vois, je vois très bien. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et en fait, dans la BD franco-belge... Tu sais, aujourd'hui, c'est devenu complètement galvaudé, un monde en guerre. T'as vu, je l'ai même dit avec une voix qui instaure quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? T'instaures un cadre qui est que c'est un monde dur. Et ces dessins, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a la patte, mais il y a aussi le regard. Et comme tu dis, il y en a, ils sont portés sur le visage. C'est ça. T'arrives à comprendre l'époque en regardant tu sais, c'est pas du chic, c'est pas du dessin de surface où on a juste un mec qui a l'air badass et méchant. Non. Dans le dessin de Kopinski et de Denton, on sent le poids de la vie. Tu vois, le poids de la vie de ces mecs
qui sont dans des univers de merde, en fait. et c'est marrant parce que je pense que ça m'a énormément inspiré dans ma façon d'aborder le personnage. Dans la bande dessinée, je vous fais un petit cours, c'est très rapide, hein, mais en gros, la BD franco-belge est très axée sur l'intrigue, contrairement au manga où c'est très axé sur le personnage. Du coup, on donne pas grand-chose sur le personnage. On est obligé on le fait agir, on le découvre, on découvre son caractère et tout, au travers des réactions qu'il va avoir dans l'intrigue. Ok ? Donc moi, depuis le début, j'essaie de lui raconter un background à travers ses yeux. Tu vois, qu'on sente le poids de son parcours sur ses traits physiques. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que tu vois, ça vient un peu de là, quoi. C'est-à-dire que quand je fais 1629, il y en a peut-être qui l'ont lu parmi vous, c'est un bouquin avec c'est la vie de merde du 17e sur un bateau. Et les mecs, enfin, tu vois, c'est quand je dis que j'ai un vrai attrait pour la violence, c'est la violence, le poids des vies. C'est pas la violence des coups de poing, tu vois. C'est la violence du quotidien de ces mecs. Et le Space Marine de Denton et de Kopinski, il a ça, tu vois. Et c'est ça l'incarnation, tu vois, la vraie incarnation. Et ces mecs, vraiment, ont révolutionné le game au début des années 2000. C'est marrant parce que tu as parlé de plein de choses, déjà de ce que ça a créé chez toi, en tout cas du point focal que tu as voulu mettre. Alors, ici, c'est facile, le point focal donc sur le regard par rapport au poids que ça a eu. Comment est-ce que Désolé, je vais te mettre un petit peu en porte-à-faux ou en difficulté, mais moi, tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas de regard qui techniquement me permet de critiquer un dessin. Je peux dire si je l'aime ou si je ne l'aime pas, mais je ne sais pas dire, là, la technique, elle est réalisée, il fait preuve de telle école, tu vois ce que je veux dire. Tout à l'heure, tu as commencé à parler de Blanche, de John Blanche. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est un monstre de créativité parce qu'il a su instaurer un univers. Et quand je vois une photo de lui, je retrouve une photo de son ouvrage, je retrouve le côté grimdark parce que dans ma tête, j'ai appris ce que c'était que le grimdark avec cet homme-là. Bien sûr. Mais toi, techniquement, tout à l'heure, t'as dit que c'était pas fou. T'as parlé et t'as mis en avant le fait qu'il avait su créer un univers, mais qu'au niveau du trait, c'était pas quelque chose de, je crois que t'as dit scolaire ou institutionnel, je sais plus ce que t'as dit. Académique, ouais. Académique, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Et donc, pourquoi est-ce que lui, il a une parfaite interprétation de l'univers, mais la technique est moyenne, et t'as certainement des personnes qui techniquement sont meilleures, mais qui vont avoir moins d'âme à leur ouvrage ? En fait, je dirais que c'est très marrant parce que, bon, là, je vais faire c'est un peu un discours de dessineux et c'est vraiment ma position face à tout ça. C'est que ce qu'a fait John Blanche à l'époque, c'est pour moi, c'est tout ce qui compte. Ça veut dire qu'un auteur, tu vois, justement, on est à l'ère de l'académisme. Ça veut dire que des mecs qui envoient, il y en a à tous les coins de rue, tu vois. Mais des mecs qui incarnent, tu vois, le dessin. Quand tu dis des mecs qui envoient, c'est des mecs qui maîtrisent la technique. Des mecs qui maîtrisent la technique, des virtuoses de l'anatomie, du dessin, de la lumière. Enfin, tu vois, des mecs qui font des dessins de ouf. Il y en a partout, quoi. Par contre, des mecs qui incarnent vraiment. Tu vois, j'ai un de mes potes que vous connaissez peut-être, Olivier Laudroy. C'est le mec qui a fait, à l'époque, c'était les Chroniques de la Lune Noire. Oui. Aujourd'hui, il fait Requiem. Donc, c'est un bon pote à moi. Un petit débutant. Et Olivier, c'est toujours, il fait partie de ceux-là, quoi. Ça veut dire que c'est pas, pour moi, c'est pas il y a meilleur dessinateur que lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un mec qui a tellement une incarnation forte dans son traitement, dans sa vision de l'image. C'est vraiment, t'as une porte ouverte directe sur l'intimité d'un auteur. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Par le dessin. J'ai adoré ce que t'as dit sur John Blanche, en fait. On s'en fiche, il a fait l'essentiel. L'essentiel, c'était pas de montrer que c'était le meilleur en termes de dessin, c'est qu'il a ouvert la voie à toutes les personnes qui ont voulu développer cet univers, parce que, je veux pas dire qu'il a créé les guidelines, mais il a donné vie à l'univers. Donc à partir de là, l'imaginaire a forcément été influencé par rapport à ce qu'il a créé. Et puis, c'est pas que physiquement, quoi. C'est-à-dire que John Blanche, je trouve que quand je parle d'incarnation, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est des émotions primaires, quoi. Ça veut dire que quand tu regardes son travail, il est dérangeant, son boulot. D'accord ? Cet univers est dérangeant et le travail de John Blanche est dérangeant. Tu vois ? C'est pas beau, quoi. Ça dégueule de violence. C'est quelque chose qui te met pas à l'aise, quoi. Mais c'est un univers qui a la volonté de te mettre pas à l'aise, quoi. Et je trouve que, à l'époque, Kopinski et Denton et Smith, ils arrivent à te communiquer la même sensation, mais en la rendant esthétiquement
impeccable, quoi. C'est intéressant. Donc Zone Blanche, on va dire globalement, 80 C'est le 2000. fond. C'est le fond, en fait. 2000 2010. C'est marrant. Ouais. Moi, je vais plutôt te poser une question sur aujourd'hui. On se retourne sur Game Workshop. Ouais. Certains diront ouais, c'était mieux avant, d'autres machin. Moi, par exemple, je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire en mai 2022 en sortant une vidéo sur l'Horus Heresy, Ouais, où en termes, clairement. pour le coup, de ce qu'était l'Horus Heresy, donc la guerre des Primarques, ce qui a fait la genèse de Warhammer 40 000, hein, donc à Warhammer 30 000, ils ont fait un super boulot. Je suis beaucoup plus critique quand ils sortent peut-être d'autres types de cinématiques ou juste d'art, enfin tu vois ce que je veux dire, avec la 10e édition. Mais il y a à la fois quelque chose d'assez subjectif et à la fois quelque chose d'assez objectif, justement, par rapport à la critique. Toi, c'est quoi ton regard sur la part artistique de Game Workshop, de Warhammer 40 000? D'ailleurs, on n'a pas encore parlé du Vieux Monde. Si on devait faire 82 000, 2000, 2010 et à aujourd'hui. L'apogée, c'est début 2000, quoi. En termes artistiques, ça veut dire... Alors, attention, je parle de visuel, je parle pas de figurines. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, au niveau des figurines, les mecs, ils me ravissent en permanence, quoi. J'achète tout, putain. Donc c'est une cata. Donc non, aujourd'hui, vraiment, on va parler que d'incarnation d'univers, disons ça. Et je trouve vraiment que début 2000, c'est l'apogée. Il y en a peut-être qui se souviendront, c'est tous ces codex qui étaient en noir et blanc. Déjà, faut bien comprendre un truc, c'est que Game Workshop, c'était les derniers résistants artistiques en termes de tradi. Ça veut dire que jusqu'à 2010, c'était le dernier endroit où il y avait des illustrateurs traditionnels. C'est-à-dire qu'ils peignaient encore en peinture et donc tout. Pas de il n'y avait pas de digitalisation. numérique. Okay. Et il n'y avait rien en numérique chez Game Workshop jusqu'à là. Les mecs s'accrochaient à ça. Et je trouvais ça admirable, quoi, sachant qu'après ils ont rattrapé un petit peu le circuit, ils se sont aplatis un peu. Mais tu parles des années 2000, tu as expliqué un petit peu pourquoi, pour l'aspect traditionnaliste jusqu'aux années 2010. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu penses qu'on est un petit peu dans l'ère du temps de 2010 à 2024, mais finalement c'est la même chose pour tous, c'est qu'on cherche la facilité commerciale et donc de ce qui va séduire, donc ce qui va être le plus consensuel possible. Qu'est-ce qui te permet de dire que finalement de 2010 à aujourd'hui c'est moins bien? Il y a un peu de ça. Ça veut dire que je pense que ça s'ouvre beaucoup. Je pense qu'ils ont rattrapé un bain culturel, on va dire. Ça veut dire que ils sont, mais même les auteurs qui participent aux créations, je pense qu'ils ont un bain culturel plus commun aussi. Il reste quelques dinosaures, hein. Il reste toujours je pense qu'il reste toujours, il y a toujours Paul Denton qui nous fait des trucs fantastiques, même en numérique, c'est pas le problème. Il y a des mecs qui sont incroyables, hein. Moi, je vois des descendants directs de cette époque-là, des mecs comme Johan Grenier, je crois qu'il est français, qui bosse pour Grenier, c'est français, bon, et qui bosse pour la Black Library. Il a fait quelques trucs, enfin ouais. Et lui, vraiment, c'est un héritier direct en numérique des Karl Kopinski et de ces mecs-là. C'est vraiment bien ce qu'il fait, quoi. Mais après, il y a aussi des trucs, je trouve qu'il y a des mecs pas bons. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas chez Games. Vraiment, chez Games, il y avait les patrons du monde. Ils y sont encore. Mais je trouve que le fait d'aplatir, c'est un peu plus bling, c'est un peu moins incarné. Je pense qu'il y a une petite perte d'incarnation, malgré tout. Ça s'est un petit peu lissé. Ça veut dire que, je trouve. Ok. Tu t'intéresses au fluff aussi ou pas? Au lore? Ouais, bien sûr. Okay. Alors, c'est un peu pareil. Alors, tu vois, c'est marrant. Je vais pas du tout, je vais vraiment faire le distinguo entre l'Horus Heresy, qui pour le coup est toujours extraordinaire et ainsi de suite. Qu'est-ce que je préfère? Et tu vois, je trouve que ils ont vachement progressé depuis 2010. C'est qu'on n'est plus sur un univers de gogol avec le bien et le mal. On n'est pas, tu vois ce que j'ai, on est sur quelque chose, enfin, le manichéen existe, mais finalement aujourd'hui, tu peux regarder n'importe quel chapitre et se dire, tu vois, même encore aujourd'hui, je me dis, la Death Guard, ils ont raison. Et à côté de ça, les Ultramarines ont aussi raison. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de bien ou de mal. L'Horus Heresy, c'est pareil. À l'époque, c'était que des légions qui servaient, on va dire, le même chef, et à un moment, il y a eu une scission. Mais cette scission, elle est cohérente. Et aujourd'hui, alors qu'ils l'ont interdit pendant super longtemps à Warhammer 40 000, version 30 000 versus 40 000, et on y revient depuis 5-6 ans, et j'aime parce que t'es pas pris pour un con, et en fait, tu peux t'identifier à chacune des factions. Et alors, le fluff, tu le consommes, ça te prend combien de temps par jour? J'en sais rien, par semaine. Et qu'est-ce que t'en penses, d'ailleurs? Alors, bon, il y a plusieurs trucs. J'ai adoré l'histoire. Ça veut dire que je me souviens à l'époque, tu sais, les bouquins Index Astartes. Tu te souviens de ces bouquins? Bien sûr, les vieux, bien sûr. Ouais, ça, c'est mortel. Avec à chaque fois les différentes légions, machin et tout. Donc, j'ai une vraie culture à ce niveau-là. Aujourd'hui, en toute franchise,
Ça dépend vraiment des auteurs. J'ai un problème quand même souvent au niveau des... Je sais pas si c'est les trades ou si c'est les auteurs des fois qui sont un peu bof, quoi. Et je sais qu'il y a des bouquins qui sont des purs... J'ai essayé d'y aller, mais à lire vraiment c'était compliqué, donc t'arrives pas à rentrer dedans. J'ai bien aimé quand je m'étais... En fait, j'aime bien Dan Abnett, par exemple. Je trouve qu'il est... en fait, réponse facile. Oui et non, parce que je trouve que c'est... Tu sais, en fait, c'est ce qu'on demande à un bouquin comme ça, quoi. Tu sais, c'est simple à lire, ça te donne des images, tu vois clair, t'avances. Et je me souviens, j'avais lu La Galaxie en flammes, tous ces trucs-là, c'était régalade, quoi. Tu vois, c'était bien et tout. Et derrière, par exemple, là dernièrement, il y a eu la nouvelle série, Le Siège de Terra. Tu vois, j'ai commencé à lire Siège de Terra et tout, et ça dépend vraiment des auteurs. Là, je pense que je vais lire la fin avec Dan Abnett, tu vois. Mais les premiers bouquins, mais je sais pas si c'est la trad ou si c'est le mec qui essaie de faire des phrases. Moi, je sais un peu ma compliqué conclusion pour par moi. rapport à la librairie, j'ai pu poser Et donc, aussi des questions internes. Je suis quand même, on va dire, je suis les résumés, je me tiens au courant de ce qui se passe, tu vois. Mais j'ai du mal à vraiment, je sélectionne mes auteurs parce que sinon, je trouve ça assez bien dur, sûr. quoi. Clairement, en termes de trad, on va dire que de malheureusement 2012 à 2020, c'était vraiment en yo-yo. Ouais. Là, il y a eu une remise en question de la Black Library et de son service de traduction, et je trouve que depuis 3 ans, on redécouvre quelque chose qui est une constance en termes de qualité qui est plutôt bien faite. D'accord. Et au contraire, des fois, c'est même les traducteurs, que je les salue, des traducteurs français qui sauvent le fait que parfois c'est peut-être des livres multi-auteurs ou ce genre de Je choses. vais leur dire, les gars, arrêtez d'essayer de faire des phrases, faites des trucs, tu vois. C'est marrant parce que on a parlé du lore. Déjà, est-ce que toi tu penses que même ton œuvre sur la partie grimdark peut être inspirée aussi justement du lore de Warhammer 40 000? C'est difficile de faire dissociation entre toutes tes inspirations, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit c'est dingue, parce que là moi dans ma tête le seul exemple que j'ai, c'est une illu ou une histoire de Warhammer. Tu parles dans mon truc pro, dans mes trucs pro. Ah, c'est marrant. Malheureusement, ça va être décevant, mais je ne pense pas. Je pense pour le fond, oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est très vrai. Donc quelque part, ça intervient en permanence dans mon travail. Mais j'ai jamais pu traiter. En réalité, j'ai jamais pu traiter mes univers de passion. Si je pouvais traiter l'histoire que je voulais, je ferais un truc dans un univers cyberpunk où vraiment ces univers dystopiques futuristes, c'est ce qui me parle, quoi. J'adore ça et ça vient, c'est mon héritage direct de Warhammer 40 000, quoi, et de Necromunda. Tu vois, voilà, c'est vraiment ce que j'adore. J'ai jamais eu à traiter ça. Alors, je suis passionné de mon média, tu vois. Mon média, ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires. Je sais que je suis bon dans le personnage, donc dans ce que je te disais tout à l'heure. Donc voilà, je traite souvent d'histoires où on va traiter des cadres un peu plus historiques, machin et tout. Mais ça me plairait beaucoup. Après, ça demande d'autres ressources en dessin que j'ai pas forcément. Tu vois, par exemple, le problème qu'on a quand on fait de la BD, c'est qu'on nous jette dans le grand bain directement, tu vois. On se retrouve très vite à devoir faire un album de 60, 80, 100 pages. Avant, il y avait des passerelles. Tu faisais une histoire courte dans un magazine, tu vois. T'avais Métal Hurlant, les mecs, ils faisaient, 10 pages d'une histoire à la con où ils pouvaient se faire la main sur un style, quoi. Là, tu te jettes dans le grand bain direct avec un vrai truc, avec des enjeux commerciaux, machin et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais, tu vois, j'en ai parlé justement avec des gars qui commencent à faire des collectifs, tu vois, où tu fais des petites histoires et tout. Et ça, c'est un truc qui me plairait, tu vois, c'est de m'essayer à ces univers-là. Mais c'est très contraignant en dessin, tu vois. Par exemple, les univers que j'ai à traiter, c'est plus peinard, quoi, tu vois. C'est des environnements plus organiques. Il y a de la roche, machin, du sable, 3 arbres. Enfin, tu vois, c'est peinard. Quand t'arrives dans un univers comme 40 000, t'imagines dessiner un truc dans l'univers de 40 000, toi? Des espèces de cathédrales gothiques complètement délirantes. Le moindre mec, il a tellement d'implants sur la gueule que tu passes une journée à dessiner ses implants. Enfin, c'est hyper exigeant, en fait, en termes d'univers, tu vois. Si tu veux bien incarner le truc, faut que ça pète un peu, quoi, tu vois. Et j'aimerais bien. Mais en plus, je trouve qu'il y a personne qui l'a bien fait. Par exemple, les BD, franchement, il y a eu des BD chez Soleil à l'époque sur les Black Templars et tout. Mais à chaque fois, t'as l'impression que, je sais pas qui font bosser là-dessus. C'est pareil, dernièrement, il y a eu des BD un peu comics. Tu vois, c'est typiquement ce que j'aime. J'ai fait une OP dessus, donc critique pas trop. Ouais. J'en ai fait 2. Bon, mais de toute façon, c'est fini. Non, mais attends, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on pourrait même, je vais pas cracher dans la soupe, mais en fait. Mais je les ai achetés, hein. Avec le code promo. Ouais. Non, j'ai oublié, putain.
hein. Non, J'ai ce qui est acheté, intéressant, c'est que tu vois, moi, aujourd'hui, je suis un fervent défenseur de Warhammer TV. On peut critiquer le modèle économique, c'est pas ce que je dis. Mais je trouve que n'importe quel média qui serait proposé à quelqu'un qui lui permet de rentrer plus facilement dans l'imaginaire. Tu vois, aujourd'hui, je te dis Gandalf. Tu penses pas à un vieux monsieur avec un capuchon, tu penses à l'acteur qui a interprété Gandalf dans l'adaptation de Peter Jackson, parce que notre génération a été marquée par ça. Et donc aujourd'hui, quand tu regardes n'importe quelle mini-série, on va dire, sur Warhammer TV, je pense à Exodite. Moi, le fait d'avoir vu des armures Crisis, même si honnêtement l'animation était toute pétée, je me suis dit mais putain, mais oui, c'est ça, c'est comme ça que ça bouge des Crisis, tu vois. Et je me suis dit mais ok, là ils m'ont pêché, tu vois ce que je veux dire. Là ils m'ont eu, et grâce à eux, j'ai réussi à me projeter encore plus facilement. C'est même plus de l'imaginaire. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. En fait, l'intérêt de John Blanche, c'est qu'il a réussi à rendre crédible un univers. Et tu te balades dans la rue, tu verras un Space Marine qui sort d'un immeuble en mode je viens de résoudre un problème. Tu dis normal. Tu vois parce que j'ai dit ils ont réussi à faire ça. Tout à l'heure, tu as un petit peu parlé de la peinture aussi. Donc on parle donc d'illustration sur de la 2D. La peinture, c'est quoi ton parcours sur la peinture? Je sais par exemple, c'est marrant, le titre de la vidéo, c'est de Golden Demon à dessinateur professionnel. T'as eu un Golden Demon en 2003. T'étais donc tout jeuneau. Ça a été quoi aussi ces influences? C'est quoi ton histoire par rapport à la manipulation de la figurine et de la peinture sur 3D? Alors, bon les gars, déjà faut comprendre que Golden Demon début 2000, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. ça voilà. Donc ça c'est ton humilité qui parle, mais non. non, allez voir la figurine, tu vas comprendre. Mais ceci dit, c'est un putain de défi. Hein. À l'époque, en fait, en gros, le canon. Donc faut savoir qu'il y avait pas, tout le monde avait pas Internet. En tout cas, moi j'avais pas Internet. Enfin vraiment. Hein. En gros, notre monde du hobby se définissait par le White Dwarf et la vie en boutique, à ta boutique, quoi, tu vois. Donc voilà, ce qui se passait. Et la Game boutique Workshop de Lille, rue de la Clé, avec mon pote Bac qui a monté Hobbymax derrière, qui était vendeur du coup dans cette boutique. Donc t'avais ces mecs-là, et puis voilà, on a acheté notre White Dwarf, tu vois. Et donc, tu avais l'équipe Heavy Metal qui était le canon de peinture. Donc, ok, je vois très bien ça, ce que tu veux dire. truc, quoi. Ta seule inspiration et ton game en anglais, c'est ton échelle de comparaison. Ouais. C'était Heavy Metal par rapport aux quelques photos qu'il présentait. Donc déjà, t'avais aucun peintre de la boutique qui arrivait à faire comme Heavy Metal, tu vois. Et il faut savoir aussi, les gars, que le matos, attention. Ouais. Tu vois, on avait des peintures claquées. Il y avait vite fait Prince Auguste qui faisait 3 trucs. C'était, je crois, hein. Enfin, si c'était Prince Auguste, en fait, il y avait Prince Auguste, il y avait nos citadelles. En plus, t'en fais partie, mais les vrais peintres vont un petit peu nous chier dessus, parce que nous, sur figurines, on utilise, on va dire, le matériel commercial. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire. Mais déjà, à l'époque, on parlait de diluant, mais on parlait absolument pas de médium. Donc, on parlait absolument pas de retardateur. On parlait pas de chimie en termes de contraste. Tu devais avoir des mecs pointus qui connaissaient tout ça. Mais nous, on était des gogoles, on connaissait que dalle. On avait juste notre petit pot de pintoche, notre référence White Dwarf. Et on disait, bon, allez, je vais passer 100 heures sur une figue, tu vois. Alors, on faisait des conversions. On faisait des conversions donc sur des figues métal où on coupait les bordels, on resculptait ça au millipute, les gars, parce que faut savoir que le green stuff, tu sais, c'était un peu comme la fin de l'arc-bout au Club Dorothée qu'on n'avait pas eu. Là. Tu vois, fallait aller choper les mangas en japonais dans une boutique obscure d'un chinois dans une galerie commerciale. Les gars, c'était une autre époque. Tu sais, ça fait les vieux. Tu vois, c'est vrai ce que tu dis. En tout cas, par rapport à la technologie, moi, ce que je dis souvent à des gens qui se lancent ou qui se relancent 20 ans après, je leur dis, mais en plus, t'inquiète, tu vas aimer. Parce qu'aujourd'hui, les pinceaux, ils durent plus longtemps. La peinture, elle te permet en 2 couches d'avoir quelque chose d'extraordinaire, alors qu'à l'époque. Puis t'as des tutos de ouf de partout, quoi. C'est-à-dire que, enfin, le moindre peintre standard, il met des branlées à tout le monde à l'époque, quoi. Tu vois. Donc, franchement, les tutos aéro, les machins, enfin, tu vois. Nous, un aérographe, le mec qui avait un aérographe, c'était. Souviens-toi que c'était c'était le truc que t'avais une poire, fallait souffler. Ouais, c'est ça. C'était des bombes. C'était des bombes de souffle. Tu sentais la gueule du mec. C'était terminé. Putain, on l'a eu ça. T'as pas vu ça? Putain, c'était. Tu sais, j'avais investi comme un ouf. J'avais acheté genre 2 bombes devant. Là, putain. Avec ça, on va tout mettre. 2 bombes devant. Ouais, t'as 2 bombes devant. Et tu les économises. Tu les tiens 2 mois, tes bombes. Par rapport à l'influence. En fait, on avait une influence qui était très limitée parce que papier. Et donc, on ne pouvait voir et être influencé que par rapport à ça. C'est marrant, t'as parlé, t'as minimisé ton talent ou ton mérite à avoir un Golden Demon en 2003. Et en fait, de toute façon, on sent une énorme différence. À l'époque où les Golden Demon étaient nationaux, maintenant, ils sont internationaux. Et t'as eu toute la vague, on va dire, de reprise des Golden Demon, on va dire après 2020, où tu te rends compte que tu dois te battre contre des Polonais qui font du NMN à base de 300 ou 400 heures. Les mecs, ils te ramènent des modes qui sont old school, tu vois ce que je veux dire, qui sont pas vus depuis des années. Et c'est super intéressant. Mais le niveau, en effet, il a explosé en quelques temps. Mais toi, donc,
tu es rentré par la peinture, ce que tu nous disais tout à l'heure, par rapport au jeu. Et pareil, quels sont tes souvenirs par rapport à ça? Est-ce qu'en 2003, tu faisais partie d'un collectif, même pourtant très jeune, un collectif qui peut être juste un petit groupe d'une boutique? Et comment est-ce que derrière tu montes comment est-ce que tu fais le pont entre ça et attendez les gars, je vais être illustrateur professionnel? Alors, c'était une longue histoire. Alors, il y a eu plusieurs trucs. En fait, le hobby existait à travers le White Dwarf. Ça, faut piger ça, quoi. Et donc, les mecs comme moi qui s'intéressaient à la peinture, en fait, je jouais pas beaucoup parce que à l'époque, j'étais un mec un peu réservé et tout. Et c'est étonnant parce que dans le wargame, c'est que des extravertis, des mecs qui baisent à tir et rigot, c'est des gros toughers. Mais c'est pour ça que je suis revenu. Moi, je me souvenais à l'époque. Je rentrais, c'était t'es mal à l'aise, quoi. Il y a des mecs, c'est trop la chouille là-dedans, ça pue la transpète. Tu sens que les mecs, ça envoie. Donc non, mais bon, en gros, socialement, j'étais un peu. En gros, j'étais dans mon quartier, il se passait pas grand-chose, et je rêvais. Avec ses White Dwarf, avec ses figurines que je trouve, à l'époque c'était ouf, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc du coup j'ai commencé à développer ça. Je suis venu au jeu, attention, avec mes petits groupes, mais c'était vraiment des mini groupes de bonhommes, tu vois. C'était, en gros, on faisait des parties avec les mecs du quartier, quoi. Donc tu vois, déjà pour réussir à avoir une armée, on mettait 30 piges à réunir les filles. Enfin voilà, c'était un peu la défaite. Et puis on jouait avec les potes, mais tu sais, on faisait une partie tous les 36. Oui, bien sûr, c'est un sort respecté les règles, parce qu'on n'avait pas le niveau ni intellectuel. Par contre, il y avait, moi, je m'intéressais à la peinture et j'avais envie de, tu sais, ce truc-là, le Golden Demon, c'était une sorte de Graal de ouf, quoi. Et donc, tu commençais à regarder les rostas, tu vois. Et à l'époque, il y avait, je me souviens, il y avait tu sais, c'était toujours Bruno Grelier, il y avait Thomas Bars, Thomas David, ces quelques mecs, tu vois. Et ces gars-là, ils marquaient des points chaque année, ils pliaient le game, tu vois. Et toi, tu dis, putain, un jour, il faudrait que j'essaye, machin et tout. Ensuite, j'étais vraiment passionné. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de dessin. En gros, comme tout branleur du Nord qui en échec scolaire, il finit à Saint-Luc à la frontière belge, tu vois, et c'est une école de dessin. Donc je faisais ça et je pratiquais de la figue et tout en parallèle. Et donc une fois sorti du bahut, j'ai voulu faire carrière chez Games, quoi. Donc je suis devenu vendeur chez Games, tu vois, au Havre. Et donc j'ai commencé à me mesurer au Golden Demon et c'était vraiment en interne, c'était l'espèce de passerelle facile, quoi, parce que je lui disais bon allez, je peux niquer le game sur les gars, tu vois, en interne, quoi. Donc commencer à me déchirer sur une figue et essayer de voir ce que je vaux, essayer de plier le game en interne. Et donc j'ai eu donc en 2002 j'ai présenté un Golden Demon en interne et donc j'ai eu le Golden Demon d'or, tu vois, en interne, mais c'était le prix staff, tu vois, à l'époque il y a un prix staff, et je me souviens c'était une figurine, c'était ça à l'époque, Forge World ils faisaient des bustes, tu sais, des bustes de figurines, et des grandes figurines d'Abaddon, ça vaut une fortune et tout, les bustes et tout, ouais. Et c'était un buste d'homme bête qui était peint en or, en argent et en bronze, tu vois. Donc j'avais gagné le Golden Demon en or, tu vois. Et donc c'était cool, j'étais boosté et tout. Après j'ai essayé de rejoindre, je me souviens, j'ai essayé de rejoindre le siège à Aix, tu vois, pour être dans les. À l'époque où le siège était en France, en fait, il y avait un siège national, voilà. Et voilà. Et maintenant tout est centralisé. Bref, j'ai essayé de faire tout ça, machin et tout. Je me suis plutôt cassé la figure et j'ai décidé de quitter Games. Donc j'ai quitté Games pour reprendre mes études derrière, quoi. Et après tu tentes le Golden Demon donc en indépendant, indépendant, voilà. Et donc c'était catégorie prestige, c'était une catégorie qui venait d'être ouverte, qui autorisait le Forge World et tout, tu vois, et qui autorisait les modifications, enfin vraiment les conversions vénères et tout sur des grosses figurines. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait une grosse hype sur le jeu Inquisitor. Tu vois, et Inquisitor, c'était un espèce d'équilibre entre jeu de rôle et jeu de figurines, et c'était des figurines en 54, tu vois. Et on était tous au taquet. Ils l'ont sorti il y a pas longtemps, c'était distribué par Asmodée, on a pu en offrir plein au dernier French War Game Day, ouais, en 2023. Dingue. Tu sais que je les ai encore, toutes ces vieilles figues et tout, c'était ouf. Bon bref, et du coup j'étais hyper hypé par Inquisitor à l'époque et je me suis dit putain je vais faire un orc de 54 quoi, 54 mm. Et du coup les gars, j'ai sculpté de A à Z un orc en millipute, c'est pour te dire c'était l'austérité. Pas facile, pas facile, hein. En millipute, c'est le millipute vert, donc le truc impossible, et avec des notions approximatives d'anatomie. Ouais. Et du coup, j'ai fait un orc, allez le voir, il est un peu claqué et tout, mais j'avais sculpté ce truc en complet, quoi. Et donc, je m'étais fait chier à essayer de peindre ça, encore une fois, avec des critères, tu vois. C'était pas ouf, on essayait de se mesurer. Et j'ai eu le bronze, ouais. Donc voilà, écoute, c'était un truc de ouf, quoi. J'ai déjà deux questions qui me viennent par rapport à ce que tu viens de dire. C'est quoi aujourd'hui la place de la peinture sur figurine dans ta vie ?
aussi bien pro que perso. Ouais. Donc ma question va être, c'est quoi une journée type pour toi, aussi bien dans le travail que dans la passion? Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent s'interroger là-dessus. En gros, j'ai un atelier dans lequel je bosse et j'y passe ma vie. Donc je fais 8-19, je fais des tout droits. Tu sais, quand tu produis des trucs artistiques comme ça, tu te mets dans un espèce de mood un peu autistique, tu vois. Tu réduis Ce que le j'appelle faisceau l'effet comme tunnel, ça. bien sûr. Ouais, c'est ça. Tu réduis vraiment le faisceau et tu déroules pendant des heures, quoi. Et tant que t'es dedans, il faut. T'as pas besoin de boire et de dérouler, manger quoi. limite. Ben non. Mais tu sais que c'est. En fait, le truc, c'est que t'ingurgites très vite la bouffe le midi parce que tu veux pas sortir du faisceau. Ouais. Tu vois le délire? Parce que si tu sors du faisceau, faut relancer le processus. Tu vois? Bon, bref. Donc C'est la ça, chose pour la productivité. Bah ouais. Donc tu vois, je suis comme ça. Donc ça, je fais mon gros déroulé. Ensuite, j'accorde un peu de temps forcément à ma nana, parce que sinon, c'est pas possible. Faut quand même essayer de construire des trucs. Donc tu vois, je bouffe, machin et tout. Et en fait, j'y retourne le soir. Et je peins des bonhommes, quoi. Donc tu veux dire que la Donc, journée, c'est vraiment- t'es sur tes planches de dessin Voilà. et que quasiment quotidiennement, tu vis ton hobby avec la peinture sur figurine. Clairement, ouais. Ouais. D'accord? Quotidiennement, ouais. Bah ouais. Donc, et c'est que des figurines type Golden Demon en termes de nombre d'heures passées. T'as des armées. T'es quel profil aujourd'hui? Et de consommateur, c'est quoi ton budget figurine par mois, par exemple? Ouais, il est balèze. Et Bon, t'arrives à ne franchement, pas accumuler de piles de la honte. C'est-à-dire que c'est objectivement. Bon, si- il y en a quand même. mais, Il y en a quand oui, même. mais Mais je produis beaucoup. d'accord, tu peins produis beaucoup beaucoup. comme ça. En gros, mon délire. C'est ta vraie passion aujourd'hui. Ça t'accompagne Ouais, au ouais, quotidien. Clairement. Alors que pourtant, tu dessines la journée. Mais en fait, c'est pas du tout pareil. C'est très marrant. Ça veut dire que pour moi, quand je fais de la figurine, c'est de la détente vraiment, quoi. Tu vois, il y en a qui se font une partie de jeux vidéo, il y en a qui se font un machin. Moi, il n'y a pas de. C'est vraiment quelque chose d'apaisant et de. C'est très cool, tu vois, de peindre une figurine, de vivre son petit kiff dans son petit univers. Je monte mes armées. En gros, j'ai beaucoup d'armées. Hein. Je me fais, on va dire, 1000 points de tout, plus les vraies armées de cœur, où là, il y a 4000 points. Voilà. Donc, c'est vraiment. C'est quoi Et tu je en mets fais- de cœur? Alors, j'en ai beaucoup. Alors, mes vraies armées de cœur, c'est tout ce qui. C'est Rogal Dorn et Descendant. Donc, D'accord. ça va être Imperial Fist, Black Templar. Ça, c'est les trucs que. Donc Black Templar, j'ai aussi les Space Wolf, en gros, ça. Enfin, beaucoup de l'Imperium, quoi. Et voilà. Mais là, tu vois, Je vais pas te critiquer. voilà, beaucoup d'Imperium, tu vois, je fais trop de trucs, quoi. Je fais à peu près tout. Mais vraiment, j'aimais bien l'esthétique des Black Templar. J'ai une question pour toi parce que tu parles très rarement de jeu. Tu Ouais. parles vachement de ça, mais attends, ça veut dire, encore une fois, chacun son profil, t'as le droit d'être introverti, extraverti, de peut-être ne pas aimer le monde, j'en sais rien. Mais ça veut dire que t'as déjà un travail où certes tu as des interactions avec les gens, mais au moment où tu produis seul. Ouais. Tu ouvres la porte à ton couple de 18h à 21h, j'en sais rien, 19h à 21h pour avoir une tranche de social. Et derrière, tu repars dans un atelier où tu vis ton exutoire, en tout cas ta passion. À ce moment-là, c'est quoi, t'aimes pas le monde ou non, au contraire? Qu'est-ce que tu fais en même temps que tu peins? C'est intéressant. Ben, en fait, alors ça, c'est assez marrant. Non, mais même quand je bosse, ça veut dire que j'ai pas. Je vais pouvoir faire des ateliers virtuels et je me force quand même à pas devenir un ours complet. Donc, tu vois, je vais une fois par semaine à Paris me civiliser en atelier avec des mecs, tu vois, je leur dire. Parce que sinon, moi, je suis avec mes clébards, tu sais, je parle plus, c'est fini. c'est Greystock au bout de 2 semaines. En plus, je suis en campagne, les gars, attention. Donc, non, j'essaie quand même de garder une connexion. Ben, j'en sais rien. Après, en même temps, je vais te dire, j'aime les gens, je suis plutôt un mec sociable. Mais je reste un mois sans voir personne, ça me pose aucun problème. D'accord, mais donc quand tu peins, tu fais rien d'autre? T'es juste focalisé Alors, si, sur ta c'est- tâche, ou au contraire, Non. c'est juste le moment où tu vides ton esprit et donc tu Ah non, écoutes, ça peut être de la télé-réalité, des ça peut être de la merde. podcasts. Non, non, j'ai des podcasts, des films, souvent. Mhm. Des films, souvent même des films bien claqués, que tu sais que t'as pas envie de passer le temps, être attentif, tu te mets ça. Je me suis fait Rebel Moon. Ah, c'était pas mal. En peignant, t'es bien. Par exemple, je vais passer des soirées, je peux me faire des Skype, tu vois. J'en fais avec Raph, tu vois, des fois. Ah, On se Keiichi. fait ça, ouais. Ok. On se fait ça, on discute, on fait des trucs. Mais même avec Eltion, tu vois. Et du coup, tu D'accord, discutes donc là, en on est peignant. plutôt sur un acte social, alors, excuse-moi. Ouais, Ça n'a rien ouais. à voir. C'est comme au café quand on va peindre en groupe. Ouais, ouais. ou ce genre Mais de je te dis, choses. en fait, il n'y a pas besoin d'être focus, c'est vraiment quelque chose d'apaisant, de très cool. Et puis, il n'y a même pas de... Tu sais, je suis pas crispé sur mes trucs, justement, parce que je suis pas dans une logique de performance. Je vous montrerai les artistique non figurines plus. qu'il fait, c'est quand même, voilà. Ouais, mais ça, c'est des blocages un peu psychologiques, quoi. Mmh. Ça veut dire la peinture claquée, tu sais, tabletop, just, ça me va pas.
Et puis j'aime bien. Tu sais, c'est très con. Le tabletop pour toi, c'est peut-être un autre tabletop ou c'est peut-être de niveau expo pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Moi, j'ai vu l'armée de Sébastien Lavigne de Blade of Corn. Ouais, chaque figurine, c'est un Golden Emerald. Et lui, il regarde ça, c'est du jeu. C'est ça. Mais en fait, je sais pas. Mais tu sais, c'est très marrant. Ça veut dire que. Mais c'est pour ça que je trouve que notre hobby est incroyable. Ça veut dire que. Il y a un investissement émotionnel énorme dans nos petits bonhommes. Bien sûr. Ça veut dire qu'au plus je le soigne, ce petit mec. Il va te le rendre. Tu sais, souvent je rigole avec les gars, je dis ouais, mais moi je mise tout sur la peinture. Ça veut dire, normalement mes mecs ils arrivent, le mec il ose pas taper dessus. Ça marche pas. Mais je mise là-dessus toujours. D'ailleurs, je viendrai bientôt avec des figues bien peintes, les gars, attention. J'ai une question pour toi aussi. On parle de la peinture, on parle de tout ça. Beaucoup de personnes, on parle de l'influence et donc de comment est-ce que la passion de la figurine, quel qu'il soit, ou de l'univers de Game Workshop, c'est d'un côté t'as la propriété intellectuelle, et de l'autre côté t'as juste la pratique d'un hobby. Mais finalement, ça pourrait être avec une marque concurrente de Game Workshop. Toi, tu as toujours continué, c'est-à-dire que depuis que tu es enfant, ou non, t'es un petit peu comme tout le monde, t'as fait une pause de tes 15 à 25 ans, parce que d'autres attraits, peut-être pas le pouvoir d'achat, et donc est-ce que t'as fait une pause? Et si oui, comment tu y es revenu et pourquoi tu y es revenu? Ah bah oui. Je pense qu'on fait... Il y a la pause forcément à un moment donné... Forcément, il y a des trucs, il y a les gonzesses, les machins. Ouais. Donc tu bien sûr, non, mais la sexualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Clairement. Il faut savoir aussi que je me suis mis dans la quête du dessin. Et c'est devenu quelque chose de. J'ai été complètement investi, mais comme un fou. Il faut savoir que devenir dessinateur de bande dessinée comme ça, c'est un vrai chemin de croix. T'y vas parce que t'es passionné et que t'as la foi. Donc c'est des choix de vie. Ça veut dire que par rapport, excuse-moi, à quoi? Par rapport à une non-méritocratie, par rapport à un problème de moyens dans ce marché-là. C'est une vie de pauvre, vraiment, déjà. Ça veut dire que je me souviens à l'époque, c'était tu bosses 80 heures par semaine, si tu arrives péniblement à te sortir 700 € par mois, t'es content, quoi. Donc c'est un vrai, c'est dur, quoi. C'est très dur. Et en plus, ça peut être injuste, quoi. Tu vois, ça veut dire que c'est vraiment un prolongement de l'âme, quoi. Tu vois, c'est complètement honnête, ce truc. Tu vois, tu te mets dedans à 100%. Et après, tu délivres ça comme ça et t'as une sanction derrière, quoi. Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, aujourd'hui, avec Internet et les critiques, les 5 étoiles, que tu sois distribué par Amazon ou la Fnac, n'importe qui. Étoile à Amazon parce qu'ils ont reçu le bouquin abîmé. Ça met des claques. Mais c'est très difficile de se dire que tu fais un métier pour partager un art avec les gens, mais qu'à côté de ça, on est dans une société où, en fait, les gens se prennent pour Dieu à donner leur avis sur tout, et pas forcément en mettant un avis dans la cible, pas par rapport à sa note, mais par rapport à ce que tu notes. Enfin, beaucoup de personnes pourraient se dire je mets une étoile parce que le colis est abîmé. Oui, mais d'accord, mais là, tu viens de mettre une note sur une œuvre artistique. Donc tu devrais uniquement juger l'artiste ou l'émotion que tu as ressentie. Pas le paquet. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très difficile de sécuriser ça. Moi, j'ai eu des sanctions terribles. C'est vrai que ça, c'est vraiment un truc assez compliqué quand t'es auteur comme ça. Je me souviens, j'avais fait cette BD qui était après Yves Wolf, qui s'appelait Le Prince de la Nuit. Et c'était Yves Wolf, faut savoir, pour ceux qui connaissent, c'est un mec qui a une identité graphique très très forte, très marquée. Et passer derrière un maître comme ça, c'est compliqué parce que on va te juger, tu vois, sur... Et en gros, il y a des mecs qui m'ont vraiment... pourri la gueule, mais juste parce que j'étais pas Yves Wolf. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils jugent pas la qualité de ton taf. Ils se disent, à la limite, à l'aveugle, ils t'auraient ok. Ouais, ils disent juste, non, c'est de la merde parce que t'es pas l'autre gars, quoi. Tu vois? Bon, bref, tu vois le genre de truc. Et ça t'affecte beaucoup parce que tu vois, même quand je fais ça, je suis complètement honnête, quoi. Et tu vois, c'est vraiment le dessin, c'est vraiment une porte ouverte sur l'âme d'un mec, quoi. Ça veut dire que c'est le prolongement. Tu sais, je suis focus, je vis le truc. Tout ce qui sort, tout ce que je raconte, c'est mon intime, en fait, qui essaie de connecter avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, quand t'as un mec qui dit non, c'est juste de la merde, t'es là, quoi? Mais... Il s'est pas connecté avec toi, lui. Ah non, lui, il s'est pas connecté. Mais d'ailleurs, j'ai des anecdotes sur... Mais c'est une... Vas-y, si tu veux nous en dire quelques-unes. Non, mais il y a une anecdote qui était mortelle. C'était... Donc, je suis pas mal aussi dans le milieu du tatouage, voilà. Et mon meilleur pote est tatoueur du côté de Nantes et tout. Et donc, il était venu chez moi, je sais plus, un été, tu vois, il était venu bouffer des barbecues. Bon, bref... Et je lui avais raconté cette histoire. Je lui avais dit, putain, sur le Prince de la Nuit, il y a des mecs qui m'ont cassé la gueule, gratos, quoi. Et ça m'a saoulé, quoi. Et une fois, je suis en train de taffer comme ça, et putain, il y a mon pote qui m'appelle, tu vois, mais en plein après-midi, quoi.
Et il me dit, tu te souviens, tu m'avais dit, il y a un gars qui t'avait pourri la gueule. Mais il est en slip devant moi, je suis en train de la sous mes aiguilles. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et c'était une barre de rire parce que, en plus, bah, tu vois, les tatoueurs, ils ont une espèce d'aura à la con, tu vois. Il y a une espèce de truc dans l'inconscient collectif où, tu sais, c'est le bad boy un peu, tu vois. Et du coup, il en a usé à mort, mais tu te pissais dessus. À la fin, il y avait un peu ce syndrome de Stockholm, tu vois. Le mec, il voulait t'acheter une planche, quoi. Tu vois. Et c'était des barres. Et du coup, bon, bref. Donc, c'était l'anecdote. Tu te dis vraiment, le monde est petit, quoi. Tu sais, parce qu'en fait, moi, j'ai filé des originaux à mon pote, tu vois. Et puis, il parlait BD. À un moment donné, ça parlait BD avec ce gars-là. Et puis, il dit, ah, bah ouais, justement, il y a Tim, un pote qui fait ça, machin. Et puis, ils sont venus, on parlait de ça, quoi. Bon, bref. Donc, tu as fait une pause, en tout cas, dans l'univers de Warhammer, par rapport à la peinture, pour te focaliser sur ce qui allait derrière et ton travail, bah, et aussi maquette ton art. Dans le dessin, ouais, il y a eu Exactement. ça. Et puis, construire juste un truc, enfin, tu vois. Et puis, je pense que j'avais pas beaucoup de visibilité sur ce qu'était devenu le milieu. Et tu te dis, en fait, j'ai toujours aimé ça. J'étais toujours dedans. Mais je me disais, ouais, non, c'est bon, c'est un truc de mouflé, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire? C'est loin maintenant, tu vois. Et maintenant, je suis un grand garçon. Je suis un grand garçon, je vais arrêter de faire des trucs de môme, tu vois. Et du coup, par contre, artistiquement, il m'intéressait toujours. Donc, je continuais à aller une fois par an où tu sais, j'étais en dédicace, j'attendais un train, hop, je faisais un crochet par un Game Workshop, j'allais voir ce qui se produisait en codec, je me disais, ah putain, les mecs, ils continuent à faire des trucs qui pèsent. Ah, d'accord. C'était pas pour la peinture, là pour le coup, limite, tu faisais un petit peu, tu te maintenais à jour par rapport à ce que Game Workshop faisait en termes d'illustration. Et puis du coup, je voyais les figurines et je disais, ah putain, ça, les pour mecs. le kiff, ça. Ouais, je un jour, disais, les mecs. Ouais, mais vraiment, ce qui m'a décidé à reprendre, c'est FWS. Ah ouais? Mais clairement. En fait, je sais flatteur, mais c'était pas un. Je suis ému. C'était pas un. Moi, je sais que si tu veux, ce qui m'a manqué et pourquoi est-ce que je suis retourné dans le hobby, c'était déjà d'avoir entre guillemets un pouvoir d'achat d'adulte. Ah oui, clairement. Du temps. Ouais. Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas d'argent, mais t'as du temps, et après t'as l'inverse. Ouais, il paraît dans la vie. Ouais. Et aussi un intellect, enfin une approche adulte des choses pour progresser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. C'est comme à l'école. Aujourd'hui, moi, je sais que je déteste apprendre. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'adore apprendre. J'adore prendre des guides pour voir des expos ou quoi, parce que quelqu'un t'explique. Donc, t'es dans une posture, ok, mon cerveau est à ton écoute, donc mon mode de pensée et mon mode de compréhension va essayer de matcher avec ce que tu dis pour m'apprendre quelque chose. J'adore ça. C'est ludique. Et ça, c'est super cool. Et c'est pour ça que je suis retourné dans le monde de la figurine. Comme toi, je le suivais de loin. Et avec un regard et un pouvoir d'achat d'adulte, j'ai décidé de m'y remettre. Bien évidemment, avant la chaîne, ainsi de suite, en tant que moi-même praticien. Et aussi parce que ça manquait. Ce qui me manquait, c'était cet aspect exutoire du « ok, je vais pas poser mon cerveau comme quand je regarde une connerie à la télé. Ça va être aussi moins facile, étonnamment, que du jeu vidéo qui me propose un divertissement et qui m'emmène par un scénario. Parce que c'est ça le jeu vidéo aujourd'hui. Tu deviens acteur d'un film, en fait. Quand tu as la réalité des jeux vidéo, c'est extraordinaire. Mais le fait est quand même qu'en tout cas, l'aspect exutoire du non, je suis seul dans ma tête. Je peux mettre un livre audio, je peux écouter un podcast ou ce genre de choses, mais non, je suis seul dans ma tête et je peins pour moi. C'est un plaisir qui est énorme. Ah ouais. Et être équilibré ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'on a tous un petit pet au casque, ouais, surtout quand on pratique cette passion-là. Mais on a besoin de cet exutoire. Et moi, c'est ça qui me manquait. Tu vois, c'est le moment de calme aussi que je m'octroyais. Ah ouais. Et donc, toi, c'est marrant parce qu'au contraire, toi, c'est pas les vidéos, en tout cas FWS ou autre, mais qui quoi? C'est parce qu'en fait, t'as vu des gens rigoler non. Et tu te dis, attends, j'aimerais bien avoir ce cercle de potes et donc je rentre. Ou non, c'est tu t'es dit, putain, en fait, finalement, je peux m'identifier à eux parce qu'ils sont pas trop dégueulasses. En fait, c'est plus ça. C'est plus ça. Mais non, mais c'est vrai. Ça veut dire, je l'ai pris un peu comme un coup de tampon. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que pendant tout le temps, et donc j'ai eu je te racontais mes trucs de machin de biker et tout que j'ai fait. On a vu ça, quand même. Ouais, et du coup, en fait, j'ai jamais lâché. Ça veut dire que j'ai toujours été avec mes Space Marines depuis que j'ai 9 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et je les ai toujours kiffés, ces mecs. Et donc je les regardais loin, mais toujours d'un côté, tu sais, j'avais un peu honteux, quoi. Bien sûr. Et j'étais un peu comme ça. Et en fait, je tombe sur cette chaîne. Bon, je vais te flatter un peu, mais je vois quand même un mec, tu vois... c'était pas l'image que j'avais en souvenir des bonhommes dans les Game Workshop quand j'étais petit, tu vois. Et je me dis, putain, à l'époque, c'était vraiment un truc de paria, tu vois. Tu sais, c'était vraiment, c'est Beauty and the Geek, tu vois. Et ça faisait vraiment gros truc de, tu sais, de mecs. Mais moi, je faisais partie des parias, tu vois. Donc ça faisait un peu truc de paria. Et là, tu vois les mecs qui ont réussi dans la vie, tu vois. C'est des mecs qui tiennent debout. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est des mecs qui tiennent debout, en fait. Et donc, tu vois, tu dis, putain, tiens, c'est quoi ce truc? Tu commences à regarder et tout. Tu te rends compte qu'il y a une communauté. C'est globalement des gars de ton âge, tu vois.
Ça tient debout, c'est une communauté qui est plutôt brillante. Enfin, tu vois, en fait, depuis toujours, j'ai toujours été, voilà, qui présente, c'est ça. Et depuis toujours, je me dis putain, enfin, j'ai toujours gardé ça, tu sais, dans mon cœur. J'ai toujours eu énormément de respect et encore plus aujourd'hui pour ce jeu, en fait, pour ce hobby qui, pour moi, est vraiment. Je me dis, il est important ce truc. Tu vois, on est dans une époque où tout est donné. Les gamins, quand tu joues à un jeu vidéo moderne, tu vis des émotions incroyables en rien branlant. Tu vois ce que je veux dire ? Tu parles de quoi ? Tu parles de l'intensité. Alors, tu vois, par rapport à des notre hobby, il y a émotions énormément de primaires. Tu vis des choses incroyables. Et tu vois, le hobby, excuse-moi, par rapport à... Si je essaie juste de mettre une image par rapport à ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'instantanéité et que finalement, le hobby, tu vas apprendre à apprécier des projets qui sont pas instantanés, mais qui comptent soit en heures, soit en jours, soit en mois, soit en vie. C'est surtout qu'à l'arrivée, c'est plus Lambert, intense. tu sais, t'as connu Sir Lambert avec sa collection de Space Marine, qui était justement les Chevaliers de la Lumière. Il faut se rendre compte que le mec a développé un chapitre Space Marine, c'est l'œuvre d'une vie. T'imagines l'investissement. En fait, ce qui est dingue, c'est que je pense clairement que le jet de dés dans certaines situations d'un mec qui a passé 6 mois à peindre des petits bonhommes. Fais attention à ce que tu vas dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, à créer une vraie intimité avec ces mecs-là, tu vois. Et ils finissent par être incarnés, ces petits bonhommes, tu vois. Il y a certaines situations de jeu où le jet de dés va être d'une intensité et d'une émotion plus forte que tout ce qu'on peut vivre dans le divertissement instant de consommation. Tu allais me parler d'incarnation, d'énergie par rapport à ce que tu mets à la figure. Il va faire 6. J'ai mis 100 à théoriquement. Il a peur. Je fais que des 2 en plus, c'est absurde. J'ai dit avec tout ce que je t'ai dit, enfoiré. Non, là par contre, je vois ce que tu veux dire. L'intensité d'un moment, il est bien évidemment bien au-delà de tout ça. Et c'est même rigolo. On se souvient pas de l'équilibrage du jeu. On se souvient d'une charge à 12 avec ton armée d'orques. Et c'est ça qui est impressionnant avec notre hobby. C'est que c'est un hobby où tu joues pas avec un ordinateur, tu joues avec un autre être humain. Donc en fait, tu peux te rattacher à un souvenir collectif, et en plus de ça, un souvenir épique dans la réussite ou dans l'échec d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Donc tu es revenu quand dans le hobby, même si, comme tu l'as dit, en termes de recherche et développement, ou en tout cas de veille technologique, tu as toujours suivi Game Workshop. Mais en tout cas, vraiment dans la pratique de la peinture sur figurine et du jeu, ça fait combien de temps alors que t'as repris ? Avant Covid, voilà. Donc tu avais même, peu de temps après, tu avais couvert les mondiaux dans un pays de l'Est, là, je sais pas où. Alors Croatie, Serbie, on a fait pas mal de pays. C'est ça, Bon, bref, tu vois, donc je sais pas combien ça fait d'années, 4 ans, 5 ans Bon, c'est ça. Voilà. Et je m'y suis remis, mais à Burn, attention. Je me suis dit, putain, mec. Et donc, je suis redevenu débile. Ça veut dire achat compulsif. Alors, j'avais même multiplié les jeux. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais là, Kickstarter, Mythic Game, la totale, tu vois. Le mec, il était partout. Puis là, en effet, j'ai accumulé des boîtes en me disant, mais t'es vraiment un débile. Et du coup, là, j'essaie de cibler plus. Donc je me suis vraiment resserré chez Games. J'ai une question pour toi. Tu parles d'inspiration, de différents jeux et ainsi de suite. On va juste mettre de côté Warhammer 40 000 et on va parler un petit peu aussi de l'influence du médiéval fantastique, heroic fantasy, tous ces univers qui sont un petit peu connectés par rapport à leurs pattes, où on a quitté Warhammer Old World, c'est-à-dire par du vrai médiéval fantastique, et aujourd'hui on est sur de la high fantasy, mais qui est high, tu vois ce que je veux dire, avec Age of Sigmar. T'as une appétence par rapport à ces univers, pas du tout, au niveau peut-être du jeu, peut-être plus sur les figurines qui en termes de technologie, tu parlais tout à l'heure du fait que depuis 2000, Game Workshop a toujours été à la tête, on va dire, des meilleures figurines qu'on trouvait. Moi, s'il y a bien un truc que je retiens depuis 2015, depuis la fin de End Time depuis la fin de Old World, pour Age of Sigmar, c'est que leur technologie de plastique leur permettent, en termes de poids et de résistance, de faire des figurines beaucoup plus aériennes qu'avant. Ça, l'exemple typique, c'est les Nighthaunt. Quand les Nighthaunt sont sortis, tout le monde dit ça va se péter. Alors que tu peux faire ça avec le socle, la figurine elle va faire ça pendant 10 ans, mais elle pètera pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis derrière, t'as eu d'autres figurines qui sont sorties, qui sont encore plus extraordinaires. T'as une appétence pour cet univers ? Eh ben c'est bizarre. J'essaye, mais pas vraiment en fait. J'ai jamais été forcément hyper emballé par tout ce qui est médiéval, machin. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être pour mon attrait pour 40K a dû plier un paquet de trucs, tu vois. Non, mais en plus, t'es de la génération Akira. Donc, en fait, c'est connecté à tout ça. Ouais, clairement. Je pense que... Mais justement, je sais pas... Tu vois, par exemple, je jouais à Battle à l'époque. J'ai eu plein d'armées de Battle, tu vois. J'ai toujours eu un peu de mal à rentrer dans Age of Sigmar. Tu vois, par exemple, j'y suis rentré avec les Iron Joe, tu vois. Donc, tu refais une connexion. Et pourtant, je suis complètement admiratif de l'esthétique globale du truc.
Mais tu vois, par exemple, le fleuve, j'y suis pas allé, quoi. Tu vois, j'ai du mal, tu sais, j'avais commencé à lire le truc. Et c'était un peu... Ça a commencé de façon très chaotique et aujourd'hui, ils arrivent enfin à donner une cohérence par rapport à leur royaume, par rapport à tout ça. En gros, tu dois recommencer le truc et je voyais plus clair, quoi. Tu vois, à l'époque, moi, c'était Carré, Sigmar, machin, Middenheim, toute l'équipe. Tu vois, je voyais clair dans le bordel. J'avais une armée droit des tombes. Et là, j'ai acheté les Bretoniens, putain. Je me fatigue tout seul. Sans déconner. En plus, les figurines, elles datent vénère, hein, les Bretoniens. Ouais. Et les chevaux, c'est ce qui a fait un petit peu. Je crois qu'à l'époque, j'y allais pas parce que je les trouvais déjà claqués, t'imagines? Eh ben là, j'y vais, les gars. En mode nostalgie pour moi. Et c'est vrai actuel. Ouais. C'est le prix de ta nostalgie, mon ami. Mais c'est ça, c'est un peu con. J'ai une question par rapport à ça, si on retourne un petit peu dans ton regard expert, mais aussi bien parce que tu le pratiques et aussi que tu peux le critiquer. Quand aujourd'hui tu regardes un codex entre 32 € et 45 €, déjà est-ce que tu te dis c'est trop cher, mais parce que t'es un vieux con, ou est-ce que toi qui connais le marché, on va dire, de l'édition, tu te dis non, c'est plutôt cohérent quand je vois le travail qu'il y a derrière? Et est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand tu regardes le travail qu'il y a derrière, de plus en plus, on va vers les amis des règles, ça sera dans l'application mobile. Aujourd'hui, si t'achètes du papier, c'est certes pour avoir le droit d'avoir tes règles gratos, d'avoir la portabilité des règles dans l'application, mais aussi parce que tu vas chercher du texte, c'est-à-dire une petite description d'une unité ou d'une armée, et aussi justement des visuels. Mais je pense que ça dépend, il y a ça, et puis après ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que je pense au plus on est vieux comme moi, au plus on a un attrait pour l'objet. On aime, tu vois, c'est très con, mais les index, les cartes là, il me faut les cartes, quoi. Ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier les applis. Les bouquins, j'achète les codex, quoi. Moi, je fonctionne pas sur appli, quoi. Il me faut mon codex, quoi. D'accord, mais attends. Ok, donc, que tu sens du papier sous tes mains. Pour le côté physique. On pourrait parler de la granularité du papier, de l'épaisseur. Après, pour ce qui est du prix et tout ça, en fait, ça dépend vraiment des bouquins. Je trouve que il y a certains bouquins, c'est vraiment trop cher. Je trouve que les codex sont très chers. Maintenant, les bouquins de règles à 50 boules, à 55 balles, c'est tenu, quoi. Et je vois au niveau Fab, on se fout pas du monde. Attends, il y a un tu veux dire que toi, quand tu prends le livre de la 10e édition de Warhammer 40 000, là, qui viennent de sortir, c'est-à-dire les règles pour Old World, 50 € la Bible, c'est le GHB, on appelait ça comme ça à l'époque, ça pour toi c'est correct? Ça dépend qui. Quand ça venait de Forge World, je trouve pas. Ça veut dire que je trouve que la production Forge World, je trouve que c'est pas bien, quoi. Par rapport à la production Games. Enfin, c'est l'inverse. À l'époque, Forge World, c'était la Rolls. Tu vois, on investissait chez Forge World quand on voulait une Rolls. Aujourd'hui, je te parle pas de la qualité de résine ou je sais pas quoi, mais bon, je ne parle même pas des figurines, mais je trouve qu'en termes d'illustration, de mise en page, de toute façon, tu les vois, hein, les bouquins Forge World, c'est des espèces de montages photos à partir de figurines et tout. Je trouve ça naze, quoi. Mais moi, ça me fait chier de mettre 50 balles. Je trouve ça super intéressant parce que, en fait, c'est contre-intuitif. Dans le sens où, moi, en tant que joueur, j'achèterai jamais un livre de règles à 50 balles. Je l'achète dans la boîte de base, sur un produit d'appel. Oui, moi aussi. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est rigolo de se dire que finalement, ce gros livre qu'on ne lit même pas parce qu'on va s'arrêter sur une règle, et donc, désolé du terme, on va chercher à enculer une virgule pour battre son pote. C'est vrai. On ne bénéficie même pas de la qualité de l'ouvrage de cet énorme livre à 50 €, alors qu'on lit 50 fois le même codex que tu décris donc comme moins bon. Et donc au niveau des codex, est-ce qu'il y en a où vraiment tu t'es dit non, moi là je suis content d'avoir mis mes 40 balles dans un beau livre que je vais lire 50 fois? Franchement, ça va. Franchement, mais même. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué de Games? Par exemple, la collection Les Jarges Fatidiques, là, avec, tu sais, en gros, Lion et tout, machin. Alors, pour le coup, les bouquins étaient trop chers. En termes de fab, c'est cher. Tu parles vraiment de la qualité du papier, tu parles de la reliure, tu parles de ce genre de choses. Vraiment, c'est de la bonne cam, tu vois. Je trouve que le travail fait par Games sur leurs ouvrages physiques, c'est quelque chose de tenu. Ça veut dire je trouve qu'il y a des graphistes qui ont c'est de bon goût. Il y a du vrai contenu. Attention, personne peut faire un bouquin comme ça, en fait. Faut bien le comprendre, quoi. Un bouquin comme ça, pourquoi? à produire. Parce que nous qui ne faisons pas partie de l'industrie du livre, et encore moins dans l'industrie du livre, de la niche, de la science-fiction. En gros, pour faire simple, ils peuvent faire un bouquin comme ça parce que ça fait 30 ans qu'ils existent, en fait, et qu'ils ont une banque de données énorme, et ils peuvent se servir d'un tas de trucs. Si tu veux faire un bouquin d'une telle qualité, mais tu vois pas le budget illustration qu'il faut, mais c'est colossal, quoi. Donc chaque bouquin, c'est un délire visuel, vraiment. Personne, tu peux regarder tous les bouquins, tu peux regarder tous les bouquins de jeux de rôle, tous les bouquins d'autres jeux.
c'est pour ça que ça fait toujours cheap, en fait. Tu regardes tous les manuels des autres jeux, c'est cheap, quoi. T'as un fond texture à la con, 3 trucs avec des figurines, mais t'as une illustre tous les 36 pages. Enfin, tu vois, c'est de la daube, quoi. Enfin, c'est de la daube, on fait ce qu'on peut, en fait. Mais c'est des budgets colossaux, en fait. Si tu veux t'aligner sur un bouquin de game, c'est rigolo parce c'est hors que de prix, quoi. Moi qui me positionne parfois, et peut-être certainement trop, mais comme tout à chacun, en mode consommateur, parce que quand t'achètes 30 balles un lieutenant, bah, tu répercutes cette frustration sur tous leurs autres articles, sans te rendre compte si c'est réellement pertinent ou pas. Vraiment, j'insiste sur la justesse de ce que je viens de dire. Mais moi, quand je regarde un codex et que je l'achète, je me dis, bon, il n'y a pas énormément de nouveaux visuels. Mais c'est vrai que le bouquin en lui-même, il me fait voyager. Mais comme je suis avec un regard critique en me disant, ouais, mais moi, il y a 2 ans, j'ai déjà claqué 40 balles. C'est plutôt l'update qui me pose problème. Mais en effet, tu as raison. Sur l'échelle vraiment unitaire du produit, voilà. Si tu prends un bouquin comme ça, voilà. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, une fois, je me souviens... Là, c'est pas même pareil. Je trouve les codex Space Marine... Ils renouvellent pas beaucoup. Là, je vois le dernier qui est arrivé, c'est une couve qu'ils ont recyclée. Et les mecs, quoi, sans déconner. En plus, ils en ont des gars qui bossent pour eux, tu vois, ça dépote. Hein, donc, ils pourraient au moins changer. Bon, après, ils ont peut-être moins de gars qui pèsent. Je ne sais pas quand ça se passe en interne. Mais en tout cas, un bouquin de cette qualité-là, si on les prend indépendamment, sans les années d'avant, c'est vraiment assez ouf, quoi. J'ai une autre question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as pensé de 2023 par rapport aux figurines? Game Workshop a sorti une vidéo. Chaque année. Hein. Ça a été l'année de Angron, ça a été l'année de Lyon L. Johnson, ça a été l'année aussi de Léviathan, donc avec la refonte de l'échelle des Space Marines sur la partie Terminator, sur la partie Tyrannide, alors que la gamme était ok mais relativement vieille. Qu'est-ce que tu as pensé de 2023? 2023, et je sais que 2024, ils me mettront encore des claques, quoi. En fait, c'est vraiment... pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment un mec... Je bosse qu'en tradi, moi. Je suis vraiment un mec à l'ancienne, je touche pas au numérique et tout. Et pour le coup, en plus je suis très critique, et pour le coup, je pense que le passage au numérique pour la sculpture de figurines a donné des ouvertures. Attends, excuse-moi, j'ai un sujet intéressant. Est-ce que tu auras le même discours sur le dessin? Ah non. Non, c'est intéressant. Donc, excuse-moi, il faut comprendre un truc, c'est que on va dire qu'avant 2000, tout était sur papier, et aussi, enfin, toute la créativité était physiquement là. C'est-à-dire que la sculpture se faisait littéralement avec une forme de pâte à modeler, et donc on voyait physiquement ce qu'on créait. Et pareil sur le dessin, on avait des supports différents, du grammage de papier différent, des peintures différentes, des façons d'utiliser cette peinture, donc des pinceaux différents. En sculpture, c'est pareil. Ensuite, il y a eu, comme dans énormément de secteurs, la digitalisation, et notamment pour l'illustration, une grande partie des gens sont passés du papier à la tablette graphique. Et même chose pour la sculpture. On est passé justement de petits outils à des stylets et ainsi de suite. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que, en tout cas, il est beaucoup plus facile d'émettre une critique par rapport à la digitalisation, et donc, toi tu parles de traditionnalisme, mais au fait de faire de l'illustration sur tablette que de la sculpture. Ou finalement, sur sculpture, c'est parfait parce que sur sculpture, les proportions des volumes sont les mêmes, quelle que soit l'échelle. Et donc, tu peux très bien dire, moi, j'arrive à un corps ou une silhouette qui me va, et derrière, je peux la faire en 28 mm, en 32 mm, en 8 mm. C'est la même cohérence. Tu vois ce que je veux dire? Là où à l'époque, c'était pas du tout la même accessibilité, en fait, justement. Mais les mecs devaient sculpter à l'échelle. Enfin, exactement, sculpter à l'échelle pour réaliser les moules eux-mêmes à l'échelle. Ouais. Donc je comprends parfaitement ce que tu dis par rapport à l'aspect tradi figurine versus new school. Et aujourd'hui, le new school n'a quasiment pas de frein par rapport à ça. En gros, on a l'univers qu'on voyait dans les images, on a pu le faire en physique, en figurine. Ça veut dire que je sais quand j'ai recommencé, pardon, je viens d'avoir un flash, c'est à la sortie des prix, en fait, c'est un peu après la sortie des Primaris, je me suis dit, oh putain, enfin un Space Marine à l'échelle de mes dessins qui m'ont fait rêver. Tu vois, parce qu'à chaque fois, tu avais le dessin qui incarne un univers, et tu regardais ta figurine, c'était un petit bonhomme avec une grosse tête et des gros pieds. T'étais là, putain. Et là, ils te sortent les Primaris, c'est un des mecs à l'échelle. Et les proportions des Primaris sont beaucoup plus cohérentes. Et du coup, moi, forcément, ça me parle. Et tout est un peu comme ça, quoi. Tu vois, les figurines, de toute façon, moi, à chaque fois qu'ils sortent un truc, je suis là, vous êtes pénible, prends mon fric, connard. Les mecs, ils me saignent, les mecs. Pour revenir un petit peu sur l'illustration papier versus numérique, pourquoi t'es un tradi? Je suis un manuel, moi. J'ai besoin d'odeur, j'ai besoin des heureux accidents. Tu sais, c'est très con, mais des fois, tu te foires un peu, ou tu sais, ton pinceau, il va faire un truc merdique, je sais pas, qui est pas contrôlé, et tu vas dire, ah putain, c'est cool ça, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, t'as un contrôle total. D'accord, ce que tu veux dire, c'est juste que l'erreur permet aussi de donner vie. Ouais.
Mais de toute façon, je te dis, c'est un rapport à l'objet. Je vais faire des t-shirts avec cette phrase. Philosopheur. Après, c'est juste que je peux pas bosser sur une tablette comme ça devant un ordi. Pour moi, c'est un peu cauchemar. Et il y a aussi autre chose, c'est que je pense que pas que je suis un peu en réaction ou tu vois ou un peu en colère, ça veut dire que je pense qu'il y a des logiciels qui ont permis à des gens d'un peu enfumer le truc, quoi. Tu vois, ça veut dire que tu peux très Tu vite... vas pas aimer les autres questions alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux très vite faire du bling. En gros, il y a beaucoup de gars, tu leur mets un pinceau dans les mains, voilà, ils y arriveraient plus, quoi. Et alors que tu vois, le process inverse est possible vraiment, quoi. Ça veut dire que je pense qu'il y a des gars un peu nuls qui pourraient pas faire le chemin inverse. Et au contraire, à l'époque, je me souviens quand Kopinski bossait encore pour Game Workshop, et Denton, c'est pareil, parce qu'il bosse encore aujourd'hui, ils ont mis un logiciel dans les pattes pour des besoins de confort. Je fais une petite parenthèse, mais en gros, quand tu fais une peinture, récupérer la numérisation, c'est casse-couille, quoi. Ce qu'on appelle la captation de celle-ci. Okay. Voilà, il faut scanner. En plus, si tu fais une peinture à l'huile, il faut prendre des photos. En plus, les mecs, ils devaient faire quand même des formats un peu casse-couille, donc ça passe pas au scan. Les gars, des mecs comme Smith et tout, ils bossaient sur des illustration boards, donc c'est une espèce de carton. Donc tu fous pas ça à plat, c'est casse-couille, il faut prendre des photos. Il faut un photographe qui sache le faire, tu vois, parce que prendre de la photo d'art, il faut savoir que une peinture à l'huile, tu as ce qu'on appelle des embus. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui vont être mat, des endroits qui vont être brillants en fonction des pigments que tu utilises, tu vois. Donc, par exemple, quand tu traites les premières valeurs à la térébenthine, tu sais, ça s'évapore, ça laisse quelque chose d'assez mat, et quand tu bosses avec quelque chose de très gras, tu sais, les saturations très grasses, machin et tout, les opacités, bah là, tu vas avoir quelque chose de super brillant. Donc, tu as une image qui est comme ça, si elle est pas vernie, d'un côté c'est mat, de l'autre côté ça brille, à prendre en photo, c'est cauchemar. Donc, ça demande des compétences, et alors que quand tu bosses en numérique, tu livres un fichier, quoi. Tu sais que ça va être calibré, les mecs qui calibrent leurs écrans, voilà, tu fais une sortie et puis on est bon, quoi. Tu vois, en gros, t'as l'auteur qui te livre un fichier. C'est marrant quoi. ce que tu dis parce que tu vois, moi, c'est très facile, c'est moi confortable. Moi, je vois deux alors attention, vraiment, ne jugez pas ce que je vais dire, c'est juste une interprétation pour matcher avec ce que tu dis. Ouais. D'un côté, tu as la créativité et de l'autre côté, tu as l'artisanat. Si on décrit l'artisanat comme le savoir-faire de la créativité. Et tu penses qu'aujourd'hui, toi, la digitalisation a, on va dire, permis aux gens qui n'étaient pas bons artisans d'être bons créa. Et alors moi j'ai une autre question pour toi et à mon avis elle va faire dresser des poils, voilà. Mais alors quid de l'IA? Je m'explique. L'intelligence artificielle, encore une fois je n'aime pas ce terme, mais aujourd'hui on parle de ChatGPT, la même chose on va dire pour l'illustration et ainsi de suite. Je précise, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'existe pas, c'est un imbut de langage. Quand on parle d'intelligence artificielle, puisqu'on parle plus de machine learning, c'est-à-dire d'analyse de volume de données énorme, qui fait qu'aujourd'hui, une IA ne te ressort pas quelque chose d'intelligent. Aujourd'hui, l'IA va plutôt te ressortir une réponse qui est la plus statistiquement positive, en tout cas. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA? Surtout qu'aujourd'hui, je vais plutôt te résumer Illustrator, c'est un domaine dans lequel énormément de personnes se plaignent de l'IA, pas parce que c'est bien ou mal d'ailleurs quand on y pense, mais parce que ça leur fait peur. Et c'est ça qui est rigolo d'ailleurs. La critique aujourd'hui de l'IA, elle est pas sur ce qui est bien ou mal, elle est sur ce qui fait peur individuellement aux gens. Bah ils doivent avoir peur, ouais. Et qu'est-ce que t'en penses alors? Est-ce que tu penses que l'IA c'est bien, moi, c'est mal? Est-ce que ça, quand tu dis que c'est bien ou que c'est mal, qu'est-ce que ça va amener dans un sens ou dans l'autre? Moi je pense que c'est pas... Je sais pas où ça peut aller. Je pense qu'il y a une vraie question philosophique sur la conception, le rapport à l'art. Après, je pense que ça peut éventuellement être une bonne chose. Alors, en termes de bise, c'est clair que ça va buter... ta réponse, tu vas te faire chier dessus. Non, mais bon... Non, mais en termes de bise, c'est clair qu'il y a des mecs qui vont se faire rincer. Hein. Tout ce qui est designer, cara design, machin et tout... c'est clair qu'il y a des mecs qui vont tomber, quoi. Donc c'est un désastre social à venir, clairement. Donc je pense que c'est pas cool. Mais je vais parler d'un point de vue artistique, peut-être. Moi, pour l'instant, je le conçois pas comme un outil, mais encore une fois, c'est un rapport à l'art. Si on le conçoit comme un outil, on tend vers le transhumanisme. Bon, je vais pas développer 107 ans là-dessus, c'est une longue discussion. Non, là où ça peut être intéressant, c'est comment ça va agir en réaction. J'espère... L'IA peut singer, en gros, l'académisme. J'espère qu'on va sortir de cette ère de l'académisme. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de très lisse. Vous pouvez le voir au niveau du cinéma, en gros de la production de divertissement, globalement. On a un aplatissement esthétique. Tu parles d'une forme de consensualité qui se crée?
Je trouve. Ouais. Ça veut dire que tu vois au niveau du cinéma populaire, ce qui se passe, tu vois des effets spéciaux, des machins. Il y a un ton. Tout est un peu pareil. On a l'impression de voir tout le temps la même image. On a l'impression d'avoir tout le temps des mecs qui te mettent des claques, quoi. Ça veut dire que c'est des dessins réalistes, super balèzes, académiques. Vraiment, c'est hyper gaulé, super gestion des lumières et tout. Et je pense qu'on va plus vers tendre. Ça va forcer les auteurs, en gros, à changer d'angle. Ça veut dire probablement à assumer, plutôt que courir après une espèce de maîtrise esthétique pour coller au groupe, ils vont peut-être plus s'assumer en tant qu'individu, et ça va nous donner plus d'individualité aux productions, quoi. Ça veut dire qu'on va peut-être qu'il y a des choses plus surprenantes qui vont sortir, et on aura plus d'Olivier Ledroit ou de John Blanche que de tous ces mecs qui font tous le même dessin. Et moi, finalement, je me dis, allez-y les gars, donnez-moi d'autres Ledroit, donnez-moi d'autres John Blanche, ces mecs qui me régaleront toujours plus qu'un travail académique finalement. Tu sais, ça te fait toujours un peu bander, t'es là, putain, c'est quand même bien gaulé, mais à l'arrivée, tu l'as vu 27 fois, tu t'en branles, quoi. Tu vois toujours le même dessin, tu défiles un fil Instagram, tu sais, avec tous ces mecs qui te mettent des claques. Tu vas trouver ça mais tu t'en fous, en fait. Facilement satisfaisant, pour reprendre les termes aujourd'hui qui fonctionnent sur TikTok et ainsi de suite. Mais à côté de ça, tu prends pas une claque visuelle en mode, oh putain, celle-là, je repasse dessus et c'est mon fond d'écran parce que ça m'évoque quelque chose. Ouais, mais tu vois, c'est très marrant. Je fais une petite parenthèse. J'ai un peu eu ça sur mon bouquin du Witcher. Tu vois, j'avais jamais trop fait d'illus. Donc, je fais des peintures à l'huile, vraiment à l'ancienne, sur des panneaux de bois, tu vois. Et puis moi, tu sais, je veux incarner le bouquin. Tu peignais nu, faut le savoir. Bah ouais, grave. Avec des chaussettes. C'est le carrelage, ça meule un peu. Et voilà, tu sais, avec un tablier, tu sais, avec le boule. Comme ça, j'ai mes pinceaux. Je le chaufferai plus sur sur des l'image sujets. Ou pas C'est une digression, elle peut rester courte. Ah, mais il faut... C'est le mec pénible, ça va toujours trop loin. Et donc je fais ça, et je fais ces peintures. Et en plus, je voulais, tu sais, c'est une adaptation du bouquin, donc c'est un bouquin écrit par un Polonais. Je voulais vraiment ce truc, tu sais, polac, vraiment les ambiances des pays de l'Est et tout. Et putain, je constate mes images, et en plus, je viens de la BD, donc je suis dans des évidences narratives, des cadres simples, où je sers un propos, tu vois. Donc et je vois mes images, et je me dis, putain, mec... c'est super austère, quoi. Tu vois, les gens sont tellement éduqués à prendre des paillettes plein la gueule, tu vois. On les éduque à coups de Marvel, à coups d'images, où les mecs, ils te font des effets numériques de bâtards partout. C'est magnifique, quoi. Tu vois, ils te font vraiment des trucs qui envoient grave, quoi. Et moi, j'arrive avec mes trucs polonais, avec des mecs qui badent avec de la boue. Je dis, putain, avec vraiment une intention, un service de l'image très, très réduit, machin. Et là, je prends les retours, et les gens sont ravis, quoi. Et ils disent, ouah, putain, c'est trop bien, il y a vraiment une différence en peinture traditionnelle, machin, enfin, tu vois, les gens, et je pense vraiment que les gens sont sensibles à l'individualité, quoi. Ils savent pas pourquoi, mais ils sentent quand il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, ils sentent qu'il y a un mec qui tient un pinceau et qui fait une vraie proposition. Il y a un truc, quoi. C'est pas juste un espèce de bain global culturel, quoi. On propose un truc avec un signal bien unique, bien, tu vois. Et les gens le sentent, quoi. Et donc, et tu vois, juste je fais une petite parenthèse, tu le mettras ou pas, on s'en fout, mais tu vois, dernièrement, par exemple, j'ai posté une image qui avait circulé un peu parce qu'il y a un mec, comment il s'appelle, Eric, un mec qui a gagné le Golden Demon cette année, là, un ricain, et en fait, tu sais, je vois les figurines du Golden Demon, c'est un mec qui est numéro 3 et qui a fait un Sigismund. Tu l'as vu, le Sigismund, tu sais, l'Imperial Fist, comme ça? Je sais qu'en plus, toi, t'as fait. Et je dis, merde, c'est mon dessin, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je contacte le mec, je dis, putain... ça vient d'où cette figurine, parce que j'ai l'impression que c'est mon dessin, tu vois. Et donc j'ai fait ce dessin là, et les mecs ont fait une sculpture à partir de ce dessin, ils ont trouvé ce dessin sur le net et tout. Et c'est marrant parce que dernièrement, sur une espèce de page de fanboy de base de Warhammer, tu vois, qui partage, ça s'appelle Warhammer Art, je crois, c'est une page Facebook, bon bref. Et les gens partagent beaucoup de trucs, et j'ai mis ce dessin, tu vois, je me dis, oh bah tiens, j'ai dit, bon bah voilà, c'est une petite peinture à l'huile que j'ai fait. Et ça a eu vachement d'engouement, quoi. Tu vois, et ça a vraiment... Comme si le fait que ça soit une peinture à l'huile ramenait quelque chose, l'artisanat. En fait, et les gens le sentent. Parce que je regardais, tu sais, je comprenais pas. Il y a eu un engouement dingue sur cette image. Et je vois ce qui est proposé en dessous.
Et c'est des images qui envoient grave. On voyait que c'était une peinture à l'huile numérisée. Bah ouais, c'est une peinture. Tu vois que c'est du trad, relief de la peinture, vois vraiment que c'est de la peintoche, quoi. Et je me dis, putain, en fait, les gens ont un vrai attrait et tout. Et du coup, ça me conforte, tu vois, pour revenir sur notre discussion, il y a machin. Ah, bah, ça va encourager probablement les artistes de demain à essayer de moins coller un espèce de truc de groupe, tu sais, de truc chic de groupe. Où il faut faire ça pour avoir le coup de validation ou le coup de tampon du petit milieu, tu vois. Ils vont peut-être assumer plus une identité profonde et un truc qui pèse un peu plus en surface. Je dis peut-être des grosses conneries, les gars. Mais c'est ma vision, mon souhait. Après, si l'IA est capable de piger des trucs et de nous pondre des choses exceptionnelles, bon, ben, elle me rattrapera aussi, tu vois. Elle me rattrapera dans quelques années et puis j'irai planter des betteraves. Voilà. J'ai une question pour toi. On parle là de technologie et donc d'évolution de cette technologie. On a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Elle a aussi énormément évolué au niveau de la peinture. C'est-à-dire que aujourd'hui, les matériaux qu'on utilise, quand tu vois aujourd'hui Game Workshop ou n'importe quel autre qui te vend des peintures avec retardateur intégrés, moi, si tu veux, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue par rapport à ce que représentait Game Workshop, vous allez pas le voir venir. J'ai la chance d'être invité par Games pour tester la nouvelle Contrast. Ouais, et j'ai le directeur de projet Contrast, qui est le chimiste, qui nous explique ça. Et par exemple, il nous dit, nous, par exemple, quand on fait une sous-couche, il faut être sûr que chimiquement, donc le résultat soit satisfaisant quand un mec l'utilise à ça de la figurine ou à ça de la figurine. Là où d'autres marques te disent, non mec, si tu respectes pas le mode d'emploi, c'est censé être, je crois que c'est 30 cm, la reco par rapport aux sous-couches, ça ne marchera pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, non. Games s'adresse à un public tellement large qu'ils doivent faire en sorte que leurs produits fonctionnent, que tu saches ou pas les utiliser. C'est typique, que la sous-couche tu l'utilises à ça ou à ça, tu dois avoir un résultat satisfaisant. T'imagines les contraintes chimiques qu'ils ont ces mecs? Là je te parle de la sous-couche, mais c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour les contrastes, c'est la même chose pour les couches de base, layer. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? C'est extraordinaire de savoir en fait à quel point on le voit pas ça quand on achète. On se plaint juste du prix de la sous-couche. Alors entre 15 et 18 balles c'est trop cher. Il faut se rendre compte de ce qu'ils ont. Non mais c'est complètement hallucinant quoi. L'évolution du matos quoi. Toi aujourd'hui d'ailleurs tu peins avec quoi? Ça m'intéresse de savoir. Alors, est-ce que finalement, moi j'ai appris que Sébastien Lavigne, on parle quand même d'un peintre qui est là, il peint à la contraste le mec, au moins ses couches de base. Et en fait j'étais surpris de me dire que moi je pense, au début en tout cas quand le contraste est arrivé, on se disait tous c'est un truc pour débutants, c'est couche de base. C'est tout le contraire. Alors moi, je trouve ça très dur à bien utiliser. En fait justement. Et donc attends, toi tu utilises quoi et pourquoi? Alors, moi c'est marrant, je regarde pas les tutos, vraiment je suis dans un prolongement, je suis un peu dans mon coin à faire ma soupe. Et donc par exemple j'ai jamais peint à l'aérographe, tu vois, c'est le contraire de toi quoi. C'est-à-dire que moi l'aérographe, il faut nettoyer le machin et tout, ça me saoule. Enfin c'est un outil, j'arrive pas à l'appréhender quoi. Alors qu'avec mon pinceau moi je fais de la musique avec. C'est un instrument. En fait je travaille un petit peu comme en illustration et la contraste m'a permis ça. C'est-à-dire qu'en illustration, par exemple quand tu peins à l'huile, tu vas peindre les ombres en transparence, d'accord, et toutes tes lumières tu vas les peindre en opacité. D'accord. Et en fait, avant, quand on peignait de la figurine, je croyais que les figurines étaient lourdes parce qu'on peignait entièrement en opacité. C'est-à-dire, tu sais, on faisait notre couche de base, on faisait un aplat dense, tu sais, une saturation, un vrai aplat, quoi. Après, on mettait un ancrage, et après, on remettait une lumière par-dessus. La contraste, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je travaille toutes mes ombres en transparence. Donc, généralement, je base en contraste. Je vais plus ou moins les diluer en fonction des choses que je vais avoir. Par exemple, sur les carnations, je vais carrément mélanger des contrastes en direct sur la figurine. D'accord, une forme de peinture dans le frais directement sur la figurine. Ouais. Et ça, la contraste, tu peux le faire, quoi. C'est-à-dire, tu vas poser, je sais pas moi, un Apothecary White, tu vas le dégrader avec un Mago Purple, machin, boum. Ou alors au milieu, tu mets un Gulliman Flèche, là, et tu vas dégrader ces trois trucs, boum, tu vas déjà avoir un éclairage de front, machin. J'ai fait un géant comme ça. Et ensuite, donc j'ai toutes mes, on va dire, j'ai mes ombres qui restent transparentes. Quand je dis transparente, c'est que tu sens que, tu vois, tu peux par la suite teinter un petit peu avec un petit glacis, un petit machin, tu vas mettre les petites vibrations qu'il faut dans les ombres, et une fois que tu as verrouillé tes ombres, là, je vais travailler mes lumières en opacité. Donc, avec les peintures, layer, ou après tu bricoles, hein, voilà. Et je peins à 99% à la citadelle, quoi. Ah ouais? Ouais. Parce que flemme... parce que flemme fanboy, de changer de gamme. ou parce que attrait pour la qualité? Alors, contraste indéniablement. Donc par rapport à la concurrence, là. Ouais, clairement. Après, je pense qu'il y a plein de trucs mieux, mais j'ai 100 et des patates de peau, flemme.
Non, mais tu sais, et puis surtout, je connais la gamme. D'accord. Donc, tu vois, j'ai mes petits repères, j'ai mes petites recettes. D'ailleurs, il y a des peintures qui changent en mâle. Par exemple, il y a des références que j'ai perdues qui m'ont fait chier. Par exemple, l'encre Reckland Flesh, tu vois, qui était une espèce d'encre universelle que tout le monde utilisait là. C'est clair, Reckland Flesh Shade, je trouve qu'elle a complètement perdu en gamme. Elle avait quelque chose d'un peu plus rouge et d'un peu plus dense. Ils ont complètement, on va dire, dilué leurs encres. Alors, là, objectivement, ce qui s'est passé, pour avoir l'explication chimique, ils ont changé la recette chimique, pas des contrastes, mais des encres. Des shades, en mai 2022. Bah voilà. Et donc en fait en gros un oil oil d'il y a 2 ans et un oil oil d'aujourd'hui c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui fait pour aller dans les creux comme un ancrage et l'autre est un espèce de shade, c'est-à-dire que il a un pouvoir de couvrement même sur la couche que tu évacues. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi je préférais quand elles avaient cette fonction de glacis et je trouve que maintenant ça a une fonction justement c'est une goutte dans un creux quoi. Elle fait chier parce qu'on se servait des shades justement pour travailler cet effet de transparence de ce que tu disais. Pour rythmer un petit peu les teintes en transparence. Et du coup maintenant, bon. Alors, je te réponds là, ce qu'ils m'ont répondu. Si jamais tu veux ça, il faut tout simplement que tu prennes de la contraste et que tu la dilues. C'est ce que je fais du coup. Donc du coup, j'achète le médium contraste, super d'ailleurs, allez-y les gars. Et je fais ça quoi. Je fais vraiment mes glacis maintenant, je les fais à la contraste, dilué au médium contraste quoi. Et c'est très bien. Mais bon. Bon, je suis un peu emmerdé parce que j'avais trouvé des super recettes avec mes encres là, j'avais notamment pour faire des métaux un peu vieillis et du coup c'est chiant, faut que je retrouve des combines. J'ai une question pour toi, tu n'as jamais tellement trouvé un produit dans le monde de la figurine qui te satisfaisait que tu l'as utilisé en 2D ? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai essayé à l'époque, j'ai fait des illustres à la Citadelle et il faut savoir que Adrian Smith, dans les années fin 90, je suis persuadé qu'il faisait ses illustres comme ça. Et j'ai une illustration, d'ailleurs, j'ai une couverture de lui, de la Black Library. Et je suis persuadé que c'est peint à la Citadelle. Et c'est en opacité un peu partout et tout. C'est très lourd. Et franchement, ouais, non, faut pas faire ça. C'est mieux après. Non, parce qu'en fait, c'est une peinture. Je pense que c'est une peinture, c'est ce qu'on appelle une peinture vinylique. Ça veut dire que c'est une peinture très couvrante. Tu sais, tu peux faire des aplats presque parfaits. C'est très dense, quoi. C'est très, très chargé en pigments et tout. Et d'ailleurs, tiens, petite parenthèse, je pensais que ça coûtait vraiment une couille, la peinture Games, tu vois. Tu sais, à chaque fois, on est là, putain, 3 € le pot et tout. Quand tu fais de l'illus, allez voir un jour le prix des peintures à l'huile, les gars. Tu vas te rendre compte que Games, ça vaut que dalle. Ouais. Bah, oui. Et question à l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des choses que tu prends de la 2D, c'est-à-dire de l'illustration, et que tu amènes sur figurine ? Excuse-moi, pour expliquer un petit peu, par exemple, aujourd'hui, ça vient plutôt du monde de la maquette plutôt que de la peinture sur figurine, c'est le fait d'utiliser de la peinture à l'huile. En gros, vous peignez votre figurine, vous faites vos aplats et quelques dégradés, vous la vernissez histoire de lui rendre son aspect beaucoup plus lubrifié, entre guillemets, et on va utiliser une peinture à l'huile qui, elle, pour le coup, va beaucoup plus glisser sur la figurine, va l'ancrer dans son intégralité, et derrière, soit avec un coton-tige, un chiffon, ou même en l'agitant très vite, on va aller nettoyer les surfaces qu'on veut propres. Typiquement, c'est inspiré de la peinture à l'huile. Alors, est-ce que tu as d'autres méthodes comme ça ? En fait, je t'avoue que là, ce que je t'ai dit tout à l'heure avec traiter les ombres en transparence, machin et tout, c'est des choses qui viennent clairement de l'illustration. Mais pas les outils. Les pinceaux que j'utilise pour mes pintoches de figurines, c'est les mêmes que mes pinceaux d'ancrage. Bah, vous le connaissez bien. Hein. Là, en ce moment, je me sers du 8404 de Raphaël. Quoi. Ouais. Et avant, je me servais de Winsor & Newton série 7, numéro 2. Et il y a une baisse de cam, mais un truc de fou, quoi. Là, j'en ai acheté 5 dernièrement, ils fourchent tous au bout de 2 secondes, j'étais sidéré, quoi. Donc, comme c'est devenu un peu de l'AD, je prends du Raphaël 8404. Et bah, c'est super. Hein. Donc, il y a une connexion sur l'outil. Après, honnêtement, si les peintures à l'huile, de toute façon, c'est les mêmes. Hein. Tu peux prendre ce qu'il faut, c'est de l'extra fine. T'as des gammes qui sont développées pour la figurine et tout, mais bon... prends n'importe quoi, hein, franchement. À partir du moment où c'est de l'extra fine. Après, la peinture à l'huile, c'est ton médium qui fait, quoi. Ça veut dire qu'en figurine, on va beaucoup se servir de térébenthine, tu vois. De quoi vraiment liquéfier, faire des espèces de weathering, des glacis, parce que t'expliquais, quoi, où tu vas enlever, tu vas avoir des effets incroyables à l'huile. Je travaille pas l'huile sur figurine, par exemple, parce que un peu flemme aussi. Finalement, tu sais, comme je suis tu sais, le soir, je vais dans mon atelier. Oh, c'est cool. Tu sais, t'as ton pot de flotte, ton machin, le matos, c'est là.
Quand tu peins à l'huile, tout de suite, il y a un investissement différent. Bien sûr. L'odeur est pas la même, le nettoyage est pas la même. T'as la térébenthine, machin, white spirit. Exactement. Peinture à l'huile versus peinture acrylique, c'est-à-dire basée sur l'eau. C'est d'autres contraintes, quoi. On discute comme ça de façon assez nostalgique finalement sur plein de sujets parce qu'on est issu d'une génération similaire. On a eu les mêmes inspirations en tout cas par rapport au nom des artistes qui sont passés chez Game Workshop. Pour revenir un petit peu sur toi et de la manière dont tu t'es construit et aussi tout simplement par rapport à quelqu'un qui est rêveur, le toi d'il y a 20 ans par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui tu lui donnerais des conseils? Est-ce que tu lui proposerais de se lancer dans cet écosystème-là, de peintre professionnel, que ça soit illustrateur, même si encore une fois avec l'IA, t'aimais peut-être des risques par rapport à ce qui pourrait se passer, ou alors il faut avoir une vraie patte artistique et donc dessinateur de BD? En fait, tu parles pour un mec qui veut se lancer aujourd'hui? Ouais. Oh, tu sais, c'est comme dans tout. Je pense que si t'as le feu, je dirais que tous les milieux de l'art, c'est tellement dur d'envie. C'est des choix de vie, quoi. Tu vois, c'est vraiment des choix de vie. Donc je dirais, si t'es un mec qui a besoin de ça pour respirer, il y a toujours moyen, en fait. Tu sais, ça fait un peu discours à la con, genre, il suffit de vouloir. Mais vraiment, après, faut être conscient. En gros, il n'y a pas de compromis. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas, c'est des milieux, tu ne peux pas y arriver en faisant des compromis. J'adore ce que tu dis parce qu'en fait, c'est aussi lié, pas qu'à l'artistique, c'est lié au milieu de l'entrepreneuriat. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la passion te permet d'encaisser le système. On vit dans un monde qui te casse les genoux en permanence quand t'es indé, tu connais, encore plus dans les milieux artistiques, ça veut dire que, en fait, on te fait, enfin voilà, c'est très dur, quoi. Il y a le business qui est dur, le système qui t'en demande beaucoup, machin. Et du coup, la passion te permet de garder le cap, quoi, et la foi, tu vois. Parce que vraiment, le quotidien rogne dessus chaque jour, un petit peu, tu vois. Et donc, il faut vraiment avoir le feu. Si t'es un mec un peu... ouais, si tu te dis c'est cool, j'aime bien le dessin, je ferais bien ça, vas-y pas, mec. Vas-y pas, franchement, faut pas y aller, quoi. Mais par contre, si t'as le feu sacré, quand je dis feu, ça veut dire que ça va être quelques années, c'est vraiment le chemin de croix, quoi. Ça veut dire qu'il faut se mesurer au meilleur. C'est un mental de guerrier, quoi. Tu sais, c'est ce truc dans Rocky, tu l'as vu, Rocky Balboa, Rocky 6. Ouais, c'est une vraie question. Non, mais il y a les connus. Non, mais le 6, il est génial. Tu sais, il parle à son fils et il dit ce qui est important, c'est tu sais, la vie, c'est des coups dans la gueule et le truc, c'est de continuer à tenir debout. T'as avancer, tenu dans quoi. cette main. Tu vois, c'est ce quoi. Mais tu sais, ça paraît con, mais en fait, c'est ça, pas la quoi. puissance Ça veut dire qu'il faut un nombre, c'est mental. de continuer d'avancer. Ouais. En gros, ceux qui je reçois Stallone la semaine prochaine pour voir Game Ratio. C'est cool. Soyez au rendez-vous. Non, mais ça paraît con, mais en gros, c'est vraiment ça, quoi. Ça veut dire qu'il faut faut un mental un peu de conquérant, je pense. Donc c'est parce que moi, des mecs de talent, il y en a tout le tour du monde, quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et moi, les petits génies qui attendent toujours qu'on vienne les chercher dans leur cuisine, j'en connais plein. Tu vois, ils restent chez maman et ils attendent que Disney vienne les chercher. Et t'inquiète, mec, ils s'en branlent, ils viendront jamais. Donc ça demande pas mal aussi. Alors, je dis, il y a le dessin, il y a ce truc-là. Et il y a aussi la réalité, ça veut dire il y a un business qui tourne, il faut le prendre en compte, il y a l'humain. C'est important, tu vois. Quand je me suis formé, par exemple, j'étais un mec plutôt réservé et on m'avait proposé d'être assistant prof et j'étais terrifié, tu vois, de me retrouver devant une classe d'élèves, de 30 élèves qui me regardent, quoi, tu vois. Ça me terrifiait, quoi. Tu sais, à l'époque, j'avais tendance à piquer des phares, tu vois, tu sais, décomposer une question, oui, tout à fait, tu te chies dessus. Et je me suis dit, mec, fais-le, parce que après, il n'y a pas que le dessin, il faut être aussi capable de serrer des pognes, tu vois, et que les gens aient une bonne appréciation de toi, tu vois. Donc je savais que c'était une donnée très importante aussi pour pouvoir espérer avancer. Et en effet, je pense que c'est quelque chose à travailler. Donc il y a la passion qui te permet d'encaisser le poids de ta direction, quoi. Et puis après, il y a d'autres choses à prendre en compte, quoi. Mais écoute, faut y aller. En fait, tout est possible, quoi. Vraiment. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour les mecs bons, quoi. Mais par contre, il n'y a pas de place pour les tièdes. Mon avant-dernière question, elle est un peu connectée à ce que tu viens de dire. Déjà, c'est quoi tes prochains projets et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mais dans le sens où quels sont tes prochains défis? Or, j'ai quand même une partie de la réponse parce que je la connais et qu'on discute en dehors de cette caméra. C'est le fait de fantasmer à l'idée de partager non pas ton œuvre, mais plutôt le processus de création via potentiellement du Twitch ou le fait d'être filmé pendant. Or,
déjà, ça va à l'inverse de ce que tu disais par rapport à, on va dire, à tes prédispositions de ta nature de peut-être introverti ou à pas vouloir se faire filmer. Petite information, moi je peux dire que je cherche très souvent des peintres ou des artistes, et même aussi bête que pour le tatouage, j'ai vraiment galéré énormément à trouver des gens qui acceptaient d'être filmés pendant leur réalisation. Mais qu'on parle de tatouage donc indélébile ou juste de dessin ou de peinture sur figurine. Il y a beaucoup de personnes qui n'assument que le travail fini et qui n'assument pas le processus. Peut-être parce qu'ils doutent, peut-être qu'ils ont peur qu'on voit leur secret. J'en ai aucune idée. Il y a sans doute plein de raisons valables professionnellement ou valables humainement. Tu vois ce que je veux dire par rapport à un empathie ou ce genre de choses. Mais donc toi, c'est quoi alors justement là tes prochains projets ou tes prochains défis? Je vais pas dire que t'es sur une assise, mais en tout cas aujourd'hui ton nom fait vendre des BD. Donc c'est quoi ton challenge? Mon challenge, c'est de continuer déjà, vraiment, le premier truc, c'est de pouvoir maintenir un espèce de statut au sein d'un business, ça paraît un peu con, pour conserver ma liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une position dans ce monde du dessin de bande dessinée qui est incroyable, quoi. Ça veut dire que c'est comme dans tout, quoi. Ça veut dire, ça vend, donc l'éditeur te fait confiance, il te laisse les clés d'une boutique. Et moi, mon idéal, c'est de pouvoir proposer un film à mes lecteurs tous les 2 ans. Tu vois, je leur propose un nouveau film et on kiffe ensemble et tout va bien. Et ça génère suffisamment de volume et de chiffres pour que l'éditeur il me refile les clés sur le prochain coup. Tu bosses sur quoi là en ce moment? Alors là, j'ai le tome 2 de 1629. C'est une histoire en 2 parties. Hein. Il y a une partie maritime et une partie sur l'île. Donc là, je suis sur cette 2e partie qui devrait sortir fin 2024. Et ensuite, j'ai déjà un projet dans les cartons avec Xavier d'Horizon, donc toujours le même. Donc on fait une espèce de... C'est une équipe qui va proposer un petit film tous les 2 ans, quoi. Donc voilà, on a déjà notre prochain projet. Et en effet, je réfléchis à ça. Tu parlais des trucs Twitch, c'est pas du tout verrouillé, mais le problème de la bande dessinée, c'est un petit peu le manque d'incarnation, tu vois. Le dessin, on fait un produit de consommation, les gens se régalent et tout. On ouvre des portes sur nous, mais on ne parle pas de notre travail et tout. Je pense que j'ai énormément de choses à partager. Et je sais pas par quel moyen, alors on parle de Twitch, de machin, mais ça me plairait. Il faut encore trouver le bon signal, le bon réglage, le bon truc pour les gens puissent y voir clair, mais ça me plairait de réussir à connecter avec des mecs qui ont envie de partager du savoir sur l'image, voilà. J'ai une question, j'ai pas envie de te la poser parce qu'en fait c'est la déduction de ce que tu viens de dire. Quand tu crées une œuvre dans un cadre artistique qui n'est pas qu'un bon de commande, tu te livres en partie. Il me semble que ça fait une 10aine d'années par exemple que Game Workshop ne cite plus ses auteurs. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Et je vais te demander de rester poli parce que je veux que cette chaîne reste active. Mais non, encore une fois, si tu veux, attends, excuse-moi juste avant, je vais prendre la défense de Game Workshop en anticipation de ce que tu dis. Je vais te dire la vérité, je pense que moi je trouve que c'est normal dans le sens où c'est chiant parce que tu ne crédites pas tes ayants droit. Maintenant, dans le monde dans lequel on est, la propriété intellectuelle a un propriétaire. Et c'est Game Workshop. Et finalement, de délier, ou en tout cas de permettre aux gens de se dire, tu vois ça, c'est pas Game Workshop, c'est pas Warhammer, c'est Michel. Tu prends un risque énorme, parce que Michel, il a un ego. Michel, il est pas immortel, même si ça on pourrait se dire que ça peut avoir de la valeur, entre guillemets. Mais en tout cas, Michel, il a un ego. Or, une société qui est présente en bourse et qui a une inertie financière, une responsabilité et qui fait vivre énormément de personnes, et même si, tu vois, c'est tout bête, on n'est pas employé de Game Workshop. Maintenant, on arrive à faire vivre un bon nombre d'employés, que ça soit via le café, via FWS ou ce genre de choses, en tout cas de personnes qui dépendent financièrement de French War Game Studio, parce que Game Workshop. Tu vois où est-ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc finalement, moi je prends un petit peu, alors pas leur défense, parce qu'ils devraient les citer, mais faut faire attention à ne pas créer des starlets, tu vois ce que je veux dire, à ego, dans un écosystème capitaliste. En fait, je comprends complètement la logique, mais la réalité, je pense que Michel... Tout le monde s'en branle, d'accord? Mais que Michel, il aime bien que son employeur lui dise « Michel, t'es quand même beau », tu vois? Et je trouve ça... C'est mignon et c'est important ce que tu dis. Non, mais je pense que c'est important. En fait, je dis ça parce que je pense que Game Workshop a... Excuse-moi, on dit Game Workshop, on peut l'appliquer à tous les éditeurs qui ont arrêté de citer leurs illustrateurs, leurs sculpteurs, et ainsi de suite. Mais sauf que Game Workshop, la différence avec les autres, c'est que Game Workshop... tous les artistes qui produisent de l'image de la planète un peu geek bosseraient pour eux gratuitement, tellement ils ont grandi avec, et parce qu'ils sont complètement fanboys. C'est un appel. Et ils ont... C'est un appel. Regarde ta caméra. Regarde ta caméra. Games Workshop, si tu me regardes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
Game Workshop existe grâce au talent de ces fous, en fait, qui sont des créateurs magnifiques. Ils ont eu et ils ont encore les mecs les plus balèzes de la planète, en fait. On a un ego. Et les gars qui font ça, ils savent, tu sais, et ils ont déjà fait un choix, hein. Ils dessinent des Space Marines et des trucs qui vont être considérés comme des trucs de gogol. Si tu veux, ils ont fait leur choix, tu vois. Mais ils ont un talent incroyable. Et je pense que Games, ils perdraient vraiment pas grand-chose à mettre une petite tape dans le dos de ces gars-là en leur disant de temps en temps qu'ils sont les plus beaux. Et je pense qu'une page de crédit, c'est un petit peu comme, tu sais, les crédits à la fin du film, personne ne les regarde, hein. Mais le connard qui a fait assistant réel ou assistant je sais pas quoi, il dit attends, laisse-le générer. C'est moi, t'as vu, c'est moi. En fait, c'est juste ça. Et en fait, c'est juste et puis, je t'avais dire été à dans ces 2 ans, gars-là, dans 5 vous ans. êtes beaux. Et les mecs qui s'intéressent à eux, tu vois, des mecs comme moi, je veux dire, on n'est pas 50 000 à s'intéresser à la production de Paul Denton et de Karl Kopinski. À l'époque de Games, tout le monde s'en branlait. Ils prenaient juste des gifles. Et t'avais quelques mecs qui regardaient, qui disaient ah putain, il fait quoi lui? Est-ce qu'il a fait un bouquin? Bon, voilà. Donc je pense qu'en fait, ça nuirait absolument à rien, en fait, en termes de bise. Ça créerait même pas de starlet parce que, en fait, tu vois, les starlets sur un crédit dans un bouquin, je veux dire, c'est de la merde. Par exemple, Duncan, c'est pas un créateur, pour moi, c'est pas un créateur. Ça veut dire que ça a été quelqu'un qui était tu vois, c'est comme les mecs qui présentent, je sais plus leur nom, tu sais, qui présentent les reveals. Ouais, les reveals. Yes. Tu vois, Okay. Bah, eux, voilà, ça incarne des trucs, on fait des espèces, pas des starlets, mais c'est eux l'incarnation d'une marque et machin, et comme Duncan. Mais c'est pas le fond, quoi, tu vois, c'est pas ces gars qui ont amené de l'âme et qui fait que Game Workshop se gave. Ils existent grâce à ces gars, quoi, vraiment, quoi. Après, ils ont un modèle économique, les mecs sont malins, ils savent, tu vois, ils font très bien du sûr, biz, moi, par rapport juste déjà au modèle de consommation. Ça mériterait de leur dire merci. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on va vers une consommation de leur propriété intellectuelle. C'est assumé de la part de Game Workshop, avec tout ce qui va arriver dans les prochaines années, Amazon, tout ce qu'on veut. Même là, aujourd'hui, grâce aux éditions Hachette, la couverture, on va dire, sur les chaînes de télé de Warhammer n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Donc c'est génial. Hein. Mais on perd un petit peu aussi cet aspect, cette passion dans la passion artistique. Ouais. On voit plus aujourd'hui de livres qui te présentent des illustrations de Warhammer. À l'époque, ça s'achetait. T'achetais ça en boutique. Tu vas voir ça sur Black Library une fois de temps. Ouais, mais c'est pas des illustrations, c'est plutôt une illustration avant une autre version du livre. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas vraiment l'artbook. Si, ils ont fait un artbook je suis parce qu'il y en a eu 2 il y a 2 ans. Tu vois. Oui, mais bon, c'est tous les 36. Mais tu vois, quand il y en a un, faut sauter dessus. Mais bon, je pense que la Black Library continue. Mais bon, c'est quelque chose. On est encore dans le truc confidentiel. Et encore une fois, Games, ça devient autre chose, quoi, tu vois. Donc oui, la propriété intellectuelle et tout. Je comprends complètement. Hein. C'est plus le même délire. Mais le problème, c'est que ça va aussi. Au plus ça va grossir, au plus ils vont aseptiser. Moi, ce qui me fait peur, tu vois, par exemple, il y a la série qui va être faite. On parle de Cavill en showrunner ou je sais pas trop quoi. En gros, ils lui ont filé les clés pour tenir à peu près la boutique et tout. J'espère, vraiment, je croise les doigts pour qu'il arrive à maintenir le fond de cet univers-là qui est absolument intolérable dans la production culturelle actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et vraiment, j'ai des doutes. Mais je me dis que si le mec est assez déter pour conserver ça, bah là les gars, on sera aux anges, quoi. Tu vois, ils peuvent le faire sur les petites séries de dessins animés où il se passe pas grand chose, où c'est plutôt confidentiel, tu vois, c'est pas des budgets de ouf et tout. Ils peuvent entretenir leur truc à peu près, même si l'univers est quand même moins hardcore qu'à l'époque et tout. Là, ils vont passer sur de la prod à millions de ouf. Avec de la tu vois, un gros déballement public et tout. Le prisme choisi, j'espère que c'est le niveau de zoom sur l'univers. Est-ce que tu vas suivre un humain ou plusieurs humains? Quelle ouverture ils vont avoir quelle vision ils vont te donner sur ce monde? L'univers de Warhammer est tellement large que oui, il peut choisir l'évidence de dire non, tu vas suivre un Space Marine ou une compagnie de Space Marine. C'est énorme. Ou alors non, tu peux suivre un Gardimp qui va voir un tyrannide, mais au bout de la 15e saison. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Et en fait, en gros, tu peux suivre un inquisiteur. En fait, tu peux tellement tout suivre. Tu peux suivre, j'en sais rien, tu peux suivre un inquisiteur dans une Blackstone Fortress. On est d'accord. C'est tellement large. Ouais, mais ça, t'imagines s'ils nous font ça?
Attends, ça fait 30 ans qu'on attend un acteur dans une armure de Space Marine. Si les mecs, ils nous sortent un inquisiteur à la con avec une mèche sur le côté et un impair qui va faire des enquêtes avec un mutant et de la pâte à modeler sur la gueule, on va être au bout de notre vie. Si ça arrive, j'aurai la réponse. C'est qu'en fait, ils prévoient de le faire, mais sur un univers tellement étendu, ce sera peut-être sur la 4e série que tu verras le Space Marine ou l'échelle qui va changer. Le problème, c'est qu'ils auront déjà enterré le truc. Ouais. Moi, je pense qu'il faut mettre... Alors, le problème, c'est... Tu sais, j'ai déjà réfléchi à ça et je me dis, putain, mais en fait, un Space Marine, on se fait chier. Qu'est-ce que tu veux raconter sur ces gars-là? Je veux dire, à part qu'il est à la classe... C'est plutôt un mec chiant. Surtout sur les nouveaux. Les nouveaux qui tirent mon doigt, ils tirent pas. Quoi? Oh merde. Surtout sur les nouveaux. En fait, les Space Marines, quand ils étaient génétiquement modifiés pour devenir Space Marine, étaient des humains qui avaient un vrai background. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus, tu vois. Et aujourd'hui, quand ce sont des clones, c'est beaucoup plus creux. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Ou alors, faut aller chez les Primark, quoi. Moi, je pense qu'il faut aller sur 30K. Là, si on va sur 30K, c'est génial parce que t'as des drames. Tu sais, ça me fait penser à cette écriture de Jodorowsky. Quand je lisais ça à l'époque, je sais pas si t'as lu cette BD qui te plairait, si tu l'as jamais lu, ça s'appelle La Case des Métabarons. T'as lu ça? Non. Incroyable. C'est sorti de Tintin et Black et Mortimer quand j'étais gamin. Ouais, bah, et encore Black et Mortimer, c'était dur. C'est plus vénère. Et la caste, et moi ça me faisait penser un peu ça, quoi. Tu sais, c'est des grandes tragédies. Moi je me souviens quand j'étais petit, Magnus me rendait triste, quoi. Tu vois, j'étais triste pour ce mec et tout. Et il y a des vrais, tu sais, Magnus le Rouge. Magnus qui est le faux coupable par expert. Ouais, c'était triste, quoi. Tu vois, je lisais ça et je trouvais que c'était des belles histoires, quoi. Pour comprendre, il a essayé jusqu'au dernier moment d'aller sauver l'âme corrompue d'Horus, on va dire ça comme ça dans le Warp, et en fait il passe pour le coupable qui on va dire fait exploser le Warp, alors qu'en fait s'il y était, c'était justement pour préserver son âme de toute pureté. C'est l'injuste, enfin tu sais, ça paraît injuste, quoi. Je me souviens, je trouvais que l'empereur c'était vraiment un connard, quoi, quand je lisais ça à l'époque. Et voilà. Et donc il y a plein de belles choses à cette époque-là. Il y a plein de trucs cool, quoi, à raconter, tu vois. Plus que 40K. Je trouve que 30K, c'est cette histoire de Primark qui est vraiment ouf. Et je me dis putain. Mais bon, on verra de toute façon. Mais ce que j'espère, c'est qu'ils feront pas trop chier, quoi. J'ai une question pour toi, parce que ce sera la dernière, parce que je te l'ai jamais, enfin, parce que voilà, on t'a déjà en partie répondu, puisqu'on a laissé on a laissé courir, on va dire, cette conversation. Tu aimerais travailler pour Game Workshop, illustrer pour eux? C'est quelque chose que tu as déjà tenté ou pas? Non, bah déjà je pense que ils viendront pas au trad, donc c'est une question qui se posera pas, et ils n'y reviendront pas. Donc je pourrais jamais bosser pour eux. J'aurais adoré. Je crois que ça aurait été un rêve. Pourquoi tu parles de traduction? De traditionnel. Ah, excuse-moi. De peinture traditionnelle. Donc je bosserai jamais pour eux parce qu'ils reviendront pas au trad. Ils ont mis tout le monde au numérique. Il n'y a plus de trad. Il n'y a plus de trad. De toute façon, il n'y a plus de trad nulle part. Ça va revenir. Et donc du coup, bah non, c'est plutôt plié. Après, honnêtement, je pense que j'ai plus la nature pour bosser dans un cadre pareil, quoi. Tu vois, je suis trop bien où je suis, quoi. Tu vois. Alors, je pense que je continuerai à dessiner des Space Marines pour me marrer. Tu vois, de temps en temps, je me ferai ma petite pintoche et puis je posterai ça sur un groupe Facebook et les gens diront « Ah, c'est sympa !» quand je serai content. Mais bon, aller bosser pour ces gars-là, non. Après, c'est sûr que si je pouvais, ça me ferait marrer, mais... Tu penses que tu pourrais apporter quelque chose en toute humilité par rapport à ce que tu vois aujourd'hui? Et pourquoi, en fait? Non, surtout... est-ce que je pourrais apporter quelque chose de l'incarnation, certainement, mais je pense que je suis plus à la bonne époque. Ça veut dire que je suis toujours avec les gars début 2000, quoi. Et je pense que ouais, mes envies de violence de cet univers et tout, tu vois, à l'époque, quand Karl Kopinski dessine Cal Jericho, voilà. Je suis plus là que sur l'espèce de violence de surface esthétique qu'on va avoir aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc je pense que même mon signal est désuet. D'accord. On a fait le tour donc de cette interview. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Et une phrase que je tire souvent en fait de Thinkerview, c'est: est-ce que toi tu as un conseil pour les générations futures ou quelque chose à dire? Tu penses, ou toi tu as peut-être perdu trop de temps dans ta vie à ne pas te sentir bien dans ta peau, à douter de certaines choses, j'en sais rien, qui fait que tu aimerais en fait laisser un message pour faire gagner du temps aux autres? Bah, bon, déjà, merci de m'avoir reçu, vraiment. Si vous pouvez être sensible, tous les darons là qui nous regardent, essayez de sensibiliser vos mômes
au temps long. Au temps long, je pense. Voilà, c'est ça le secret, quoi. Sensibiliser vos mômes au temps long avant d'ouvrir la boîte de Pandore, quoi. La facilité de l'iPad pour arrêter les pleurs. Exactement. Ouais. Et je pense qu'en fait, tu vois, je vois souvent des parents qui se disent « Ah, je comprends pas, mon gamin, il veut pas lire, tu vois. » Mais t'as envie de dire « Mais pourquoi il lirait, en fait ? Pourquoi il lirait, quoi ? Tu lui as mis des séries, le gamin, il se régale. Tu lui mets un bouquin, il a pas acquis la mécanique de lecture, donc il ne peut pas vivre d'émotion. C'est juste une purge. Il subit un truc, quoi. Donc il lira jamais. Et tu dis, ah, heureusement, il lit du manga. Ben non. Tu lis pas le manga, tu le consommes comme le reste, en fait. Tout est montré, donc ça développe pas ce que j'appelle le temps long et la capacité d'imagination, tout ça et tout. Et notre hobby, donc tous ces jeux-là, vraiment, tout est bon là-dedans, tu vois. À part le côté un peu geek et IMC un peu crade qu'on a, tu vois. Globalement, ça nous sensibilise à un tas de trucs, ça nous éveille à un tas de trucs. Et les mômes qui joueront le jeu, les parents qui éduqueront leur môme à jouer ce jeu-là, je précise que la lecture finalement n'était qu'un pan de ça. C'était juste de ne pas choisir l'instantanéité. Mais tu vois, t'imagines que les mômes aujourd'hui s'impliquent dans une armée, dans un fluff, tu vois. Bah voilà, je dirais ça plus pour les jeunes, et puis après, bon, pour ceux qui veulent faire du dessin et qui espèrent en vivre un jour. Et je dirais peut-être que j'ajoute encore un truc ou pas? Tu sais ce que tu veux. Bah, allez. Si, un conseil peut-être, c'est de ne pas forcément professionnaliser une passion. C'est quand même une belle connerie, vous avez deux... Ouais, je lâche ça à la fin, on est bon. Non, médite là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout dépend le niveau d'investissement et tout, mais je pense que on peut avoir tu vois, il y a des passions, il vaut mieux pas les professionnaliser, quoi. Et faut se dire, bon, et c'est plutôt de trouver un travail qui t'économise, tu vois. Et comme ça, tu restes libre dans ta passion. Parce qu'en fait, professionnaliser une passion peut devenir une tôle aussi. Ça veut dire que tu vas avoir des impératifs de production, des impératifs de rentrée d'argent qui vont te castrer, en fait, et qui vont te forcer à prendre des raccourcis foireux et de vendre ton boule, en fait. Et donc, voilà. Donc, faut toujours bien réfléchir au truc. Et voilà, je sais pas, mais il y a plein de trucs à dire. Ouais, démerdez-vous. Pour les personnes qui voudraient suivre ton travail, donc encore une fois, moi, tu mets ton nom sur Google, tu auras tous tes ouvrages et ainsi de suite. Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu essaies de tenir une forme de proximité avec les gens? Tu parlais de dessin Warhammer, mais finalement, c'est plutôt toi qui vas, t'as une bouteille à la mer balancée sur un vieux groupe Facebook, application qui correspond à notre génération, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Pour l'instant, il faut plutôt suivre ma production, taper mon nom et vous aurez un petit peu ma production et tout ça. Et puis pour les réseaux, pour l'instant, c'est pas très développé. Je compte vraiment m'investir là-dedans, essayer de créer une certaine proximité plutôt avec les gens par peut-être une chaîne Twitch ou on verra. Enfin, je lancerai un truc prochainement pour essayer de créer une connexion avec mon lectorat et les gens qui ont envie de suivre mon travail. Voilà. D'accord. Bah écoute, en tout cas, un grand merci à Timothée Montaigne d'avoir répondu à Wargamer Assumé. Je trouvais ça super intéressant de voir le pont, ce que tu as dit aussi sur la notion de passion. Je suis très surpris aussi par ton quotidien, par le fait que même si tu travailles une grosse partie d'heures avec un travail manuel de peinture, le soir, tu arrives quand même à t'évader avec une autre forme de peinture, mais cette fois-ci pour toi, autour de petits bonhommes. Et pas d'un cahier des charges, tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouvais ça super intéressant. Merci infiniment à toi, les amis. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio pour les Wargamers assumés, ce genre de projet, ou les rapports de bataille, le contenu que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.